Bonjour, je suis Clémentine Gallet et je vous accueille sur le premier podcast qui vous parle de maternité autrement. Vous entendrez ici des femmes qui vous transmettront leur histoire de mère, sans filtre. Et grâce à leur récit, vous serez, je l'espère, rassurés, réconfortés et surtout déculpabilisés. Alors bienvenue dans le merveilleux monde d'une maternité décomplexée. Bienvenue chez Bliss. On ne sait jamais trop quelle personne on sera face aux épreuves. Comment on réagira si la vie met sur notre route des maladies, des décès ou des drames. Quand Mathilde est devenue hémiplégique suite à un AVC à 21 ans, elle aurait pu s'effondrer. Mais elle a choisi de s'adapter, de continuer à vivre, à construire et à aimer. Son handicap ne l'a d'ailleurs pas empêché de rencontrer l'homme de sa vie. Et ça tombe bien, Jean-Charles aime les défis, c'est lui qui le dit. Ensemble, ils se lancent dans la grande aventure de la parentalité et malgré son hémiplégie, Mathilde apprend à s'occuper de sa petite fille, à la changer, la porter et la bercer en ayant la moitié du corps paralysé. On pourrait se dire que c'est déjà un beau défi de relever, n'est-ce pas ? Mais c'était sans compter sur une seconde épreuve pour le couple. À seulement 9 mois, leur petite Hortense bascule en urgence vitale car il lui faut une greffe du foie. Et c'est son papa qui passera avec elle sur le billard pour la sortir de là. Dans cet épisode, Mathilde raconte la sidération de cette période plus qu'éprouvante, la peur, l'amour et cette force qu'elle a trouvée pour tenir debout malgré tout. Elle parle de son quotidien de mère handicapée, des 2 grossesses d'après vécues sous la menace, mais aussi de la joie, de l'humour et de cette énergie débordante qui ne l'ont jamais quittée et qui rendent cette histoire tellement bouleversante. Bonjour Mathilde. Bonjour Clémentine. Merci d'être là aujourd'hui. Merci beaucoup à toi. Dans ta magnifique robe ouais. de grossesse qui te va merveilleusement bien. J'avoue, c'est beau, une femme enceinte. Encore plus beau l'été parce que les ventres sont moulés dans des robes. Moi, c'est ma passion. J'ai adoré être enceinte l'été. Tu aimes être enceinte l'été ? Alors, j'aime être enceinte l'été pour mettre des jolies robes, mais alors moins pour les chevilles qui gonflent. Ah oui, c'est ça. Petit souci de rétention d'eau. Un petit peu, un poil. Alors Mathilde, je vais te laisser te présenter, s'il te plaît, me donner ton prénom, ton nom, ton âge, d'où tu viens, ce que tu fais dans la vie et de qui est composée ta famille, s'il te plaît. Alors moi, c'est Mathilde Cabanis, j'ai 34 ans, je suis conférencière et formatrice sur la thématique du handicap au travail, dans les entreprises et dans les écoles. Et je suis mariée avec Jean-Charles depuis 6 ans maintenant. On vient de fêter nos 6 ans de mariage. Et nous sommes les heureux parents de Hortense, 5 ans et demi, Marceau, 3 ans et demi. Et du coup, présentement enceinte d'une petite fille qui va rejoindre notre famille cet été. C'est une petite fille, ouais, je ne savais pas. Trop fille. bien. T'accouches quand, là ? Mi-août. En août, ouais, c'est ça. Et c'est bientôt. Au cœur de l'été. Et c'est bientôt. Donc, j'ai en face de moi quelqu'un qui est très exercé à l'art oratoire. T'as une super voix d'ailleurs, j'adore. Donc 6 ans de mariage avec Jean-Charles. Il a quel âge ? Vous avez le même âge ? Je sais, il a 37 ans. 37 ? Ouais. Il fait quoi dans la vie, lui ? Il est chef d'entreprise. D'accord. Depuis 10 ans. Il fait quoi ? Des nouvelles technologies, des lasers pour la recherche médicale, des trucs assez complexes. Ok. Tu l'as rencontré où il y a 6 ans ? Enfin non, 6 ans de mariage. Oui, 6 ans de mariage. Vous vous connaissez depuis plus longtemps, j'imagine. Depuis 8 ans. Ok. Pas beaucoup plus. Ouais, mais quand même un peu plus. Et on s'est rencontrés sur une application de rencontre. Ah, laquelle ? Sur Tinder. Sur Tinder. Ouais. Donc, tu vois sur Tinder, you have a match. Yes. Avec Jean-Charles. Yes. Lui, pourquoi il t'a accroché ? Pourquoi t'as cliqué ? Parce qu'il avait mis sur son profil qu'il aimait les défis. Ah. Et ça m'avait un peu interpellée. Et du coup, le premier message que je lui ai envoyé, je lui ai dit quel genre de défi ? Of course, on veut savoir. Bah ouais, on veut savoir. Il avait des médailles de triathlon autour du cou, tout ça. Donc voilà, on a commencé à engager. Il l'a raconté un peu, Jean-Charles. Ok. C'est quand même marrant que vous vous soyez rencontrés sur cette thématique du défi, si je puis me permettre. Parce que en termes de défi, vous pensiez pas en avoir autant dans votre vie, et pourtant ça a commencé avec ça quand même. Exactement. Intéressant. Donc, il te répond quoi à cette question ? Il me répond, voilà, j'aime les défis sportifs. Je me suis mis, il y a pas longtemps, j'ai fait un semi-Ironman. Moi, des termes que je connais pas, de trucs de triathlon, de machin. Ouais. Toi, t'es pas sportive spécialement ? Moi, j'étais sportive, je faisais de l'handi-escrime au Cercle des Invalides. Ouais. J'ai toujours fait du sport dans ma vie, mais avec mon handicap,
c'est un peu, enfin voilà, je fais du sport adapté, donc c'était un peu plus cool, on va dire. Mais à ce moment-là, j'étais dans l'escrime et je préparais un petit peu de l'escrime pour faire la compétition. Donc on a engagé un peu la conversation là-dessus. Et alors justement, ton handicap, est-ce que tu annonces la couleur tout de suite sur Tinder? Comment ça se passe? Alors déjà, il me dit, et toi, est-ce que tu aimes les défis? Et du coup, moi, je lui réponds, j'aime les défis que j'ai choisis. Donc là, forcément, ça commence un petit peu à l'interpeller. Et il se dit, waouh, c'est quoi le deal? Et j'avoue, je me la pète un peu. Je dis oui, j'essaye de préparer les JO 2020 pour le Japon, en paralympique. J'ai commencé rapidement à parler handicap. Faut savoir que Jean-Charles, ça fait partie des dernières personnes que j'ai rencontrées sur Tinder. Ça faisait 2 ans, moi, j'étais sur l'application. Et donc, au début, j'en parlais pas de mon handicap. Voyant que les résultats n'étaient pas escomptés, je me suis dit que j'allais changer ma manière de faire. Et donc, j'allais en date qu'avec des gens avec qui j'avais annoncé la couleur, que j'étais hémiplégique et donc j'étais paralysée de la moitié de mon corps. Ok. Alors, ce handicap, il est arrivé quand dans ta vie? Si on remonte encore un petit peu en amont, raconte-nous ce jour où c'est arrivé. Eh bien, mon handicap, j'ai fait un AVC quand j'étais en mission humanitaire au Népal, pendant mes études de l'école de commerce, et donc j'avais 21 ans. J'étais à Katmandou, j'étais en mission humanitaire, donc je m'occupais d'enfants dans un internat. C'était cool, je venais de passer une année super à l'école, entre associations, copains, faire la fête, et les cours bien sûr. Ouais. C'était assez intense, et je suis arrivée à Katmandou, vraiment j'étais lessivée, et j'ai vraiment pu souffler parce que le rythme de la mission humanitaire n'était pas très soutenu. Donc on avait beaucoup de temps de repos et tout, et puis un matin je me réveille, j'avais un crayon dans une main, et je me lève pour aller à l'assaut, et là, ma main gauche lâche le crayon sans que mon cerveau... En fait, je lui ai demandé de lâcher, d'ouvrir ma main. Et ça m'a vraiment marqué parce que je me suis fait la remarque en mode pourquoi mon crayon tombe alors que j'ai pas demandé à mon cerveau à ma main de le lâcher. Et donc ça a fait tomber le crayon. Bon, voilà, je suis passée à autre chose, je suis allée bosser. Faut savoir que j'étais gauchère, donc je faisais l'aide de devoirs pour les enfants. J'étais au tableau et là, j'arrive plus à écrire. J'arrive plus à former les lettres, ça commence à être très compliqué. Donc je me dis, ouais, trop chelou. Je prends ma main droite et je commence à essayer d'écrire au tableau. Et puis on rentre le soir avec le mec qui était avec moi dans cette mission humanitaire. Et là, je vois mon pied qui commence un peu à frotter le sol quand je marche. Et ma grand-mère avait fait un AVC 3-4 ans avant moi. Et ça me faisait un peu penser à sa démarche, mais en même temps, j'avais 21 ans. À aucun moment, je me dis, je suis en train de faire un AVC. Je me dis juste, je suis fatiguée, ou je me suis coincé un nerf quelque part dans le cou parce qu'on dormait dans des conditions un peu spartiates. Oui, tu ne penses pas du tout à l'AVC à ce moment-là? Pas du tout. Ta grand-mère, elle a survécu à cet AVC, mais elle a gardé... Alors, ma grand-mère, elle a fait un AVC qui est totalement différent du mien. Elle a fait un AVC ischémique. Donc, en fait, elle a eu un caillot qui s'est bloqué dans son artère. Ouais. Donc, son cerveau n'a pas été irrigué pendant X temps. Oui. Qui a provoqué quand même des grosses lésions. Donc, elle est en fauteuil roulant. D'accord. Et elle est très lourdement handicapée. D'accord. Moi, la différence, c'est que j'ai fait un AVC hémorragique. Donc, c'est-à-dire que j'ai toujours eu mon cerveau qui a été irrigué. Ça, c'était la grande chance que j'ai eue. Mais par contre, j'ai fait une hémorragie interne. Donc, tout le sang appuyait sur la partie mobilité gauche. Et plus j'avais de sang dans le cerveau, moins ma partie gauche pouvait fonctionner. D'accord. Mais ça, je l'ignorais sur Bien sur sûr. le coup. Donc, la journée continue et tu as ce pied gauche qui traîne, frotte. Qui frotte. Et on rentre, et puis moi j'écrivais un carnet de voyage pour me souvenir un peu de mes journées. Donc impossible d'écrire ce carnet de voyage de la main gauche. Je l'écris de la main droite en écrivant « Trop bizarre cette journée, je dois être vraiment très fatiguée, je me sens un peu patraque, je vais me coucher, ça ira mieux demain. » quoi. Et sauf que le lendemain, je me réveille et là, je m'écroule parce que ma jambe gauche ne me porte plus. J'ai un poids mort au niveau du bras, et donc je suis totalement déstabilisée et je m'effondre. Tu t'effondres par terre. Yes, je tombe. Mais je suis encore consciente. Je suis pas tombée dans le coma. C'est juste que mes jambes me portent plus. Donc là, tout le monde commence à s'activer. On m'amène à l'hôpital américain de Katmandou. Et on m'annonce que j'ai une tumeur au cerveau. Et voilà. D'accord, comme ça. Ouais. Que je fais une hémorragie interne et qu'il va falloir me rapatrier. Et moi, sur le coup, je comprends pas. Je pleure parce que ma mission humanitaire, elle se termine. Genre, le truc trop chelou. Ouais. Parce que je vais rester 3 mois à la base et ça faisait qu'1 mois que j'y étais. Oui, donc et forcément, j'étais vraiment très déçue. T'étais très déçue, oui. Mais pour autant, quand ils me disent, est-ce que vous voulez qu'on pousse les investigations? Est-ce que vous voulez qu'on fasse des examens supplémentaires? Ou est-ce qu'on organise votre rapatriement? Là, je comprends que c'est sérieux. Et donc, je dis, non, allez-y, on me ramène en France, quoi. On verra ça en France. Et pendant 7 jours, je reste en soins intensifs à l'hôpital. Le temps que... À Katmandou. À Katmandou, ouais.
pendant que le médecin de l'assurance arrive pour constater que je ne suis pas en mesure de rester et qu'il faut effectivement me rapatrier à Paris. Ah, il fallait constater ton incapacité à ça, c'est les règles de base quand déplacer. on se fait quand on est une assurance. 7 jours, c'est long. 7 jours, c'est long. Et en même temps, au début, je n'étais pas du tout transférable parce que j'avais trop de tension, que je ne pouvais pas prendre l'avion, en fait, tout simplement. Comment tu vis ces 7 jours-là, toute seule, ou en tout cas avec quelques visites peut-être de tes collaborateurs de la mission humanitaire, alors qu'on vient de t'annoncer une tumeur au cerveau et que donc tout ton côté gauche ne répond plus? Ouais, j'ai plus aucun usage du côté gauche. Mais ça marche t'étais pas plus. terrifiée? Non, à ce moment-là, j'étais juste... En fait, je crois que je ressentais rien. Enfin, c'était assez bizarre, mais j'arrivais pas à avoir d'inquiétude. Et en même temps, j'étais pas bien non plus là où j'étais, quoi. Mais j'avais juste une envie, c'était de rentrer. À partir du moment où on m'a dit il faut rentrer, j'étais là vraiment impatiente de rentrer. Surtout que, en fait, pendant cette période-là, ma sœur passait son bac. Ouais. Et donc, j'avais dit à mes parents, vous faites comme d'habitude, je veux que Justine ait son bac. Donc, il n'y a pas de sujet, tu restes à Rennes et tu fais comme si de rien n'était. Et moi, je rentre, donc on va se croiser dans les airs si jamais. Ouais, d'accord. Pas de raison donc que... personne t'a rejoint? Non. T'avais du soutien ouais, grave. amical? Les gens de l'asso venaient, ouais. J'avais des gens de l'école aussi qui étaient en stage à Katmandou qui venaient me voir. Il faut savoir qu'en fait, à l'hôpital là-bas, les médecins ne gèrent que l'aspect médical. Il n'y a pas d'aide-soignante en fait. Toute la partie je te lave, je te donne à manger, je te lave les dents, je t'occupe, machin, ça c'est ta famille qui est censée le faire. Ah, sauf que moi j'avais personne à quel point j'étais proche pour me mettre à poil et venir me laver quoi. Bah ouais. Donc je me suis pas lavée pendant 7 jours alors qu'il faisait 35 degrés et que j'étais dégoulinante de sueur. C'était horrible parce que je suis rentrée en plus en première classe avec Qatar Airways. Dans un état de délabrement physique. Ah, c'était... Enfin, hygiénique, peut-être. Hygiénique, c'était horrible. J'ai jamais eu aussi honte de ma vie. T'avais tous les Qataris avec des grosses Rolex, ils étaient tous beaux gosses, ils sentaient tous bons. Et moi, j'étais là avec mes cheveux pas lavés, qui me collaient au visage, incapable de m'attacher les cheveux, parce que je pouvais pas le faire. Tu pouvais rien faire. Ah non, c'était un gros moment d'échéance un peu humaine, où j'étais contente de rentrer rien que pour pouvoir prendre une douche. Et c'est une fois rentrée à Rennes qu'on m'a annoncé en fait que c'était pas une tumeur au cerveau, que j'avais une malformation au cerveau qui était à l'origine de mon AVC et que j'avais fait un AVC. Et donc ça c'est vraiment la première fois où on me pose les mots AVC quoi. Et moi j'étais vraiment surprise. Je crois, on peut faire un AVC à 21 ans, mais comment c'est possible? C'est là où j'apprends en fait que l'AVC il y a pas d'âge. On peut en faire même in utero enceinte. Il y a des enfants qui font des AVC. C'est pas réservé aux personnes âgées. Est-ce que ça t'a soulagé finalement de savoir que c'était pas une tumeur et que c'était plutôt un AVC? Enfin, comment t'as pris cette nouvelle? En fait, la première réaction que j'ai eue, c'est est-ce que je vais mourir? Enfin, c'est vraiment la première question que j'ai eue auprès du neurochirurgien. Et lui, il me dit non, on meurt pas de ça. Vous allez pas mourir. Par contre, vous allez peut-être rester handicapé. Il m'a expliqué un petit peu qu'en fait, l'hémorragie interne du cerveau, c'est un peu comme quand on se fait un bleu sur un bras. Faut attendre que le sang disparaisse de lui-même. Que le corps absorbe ce sang. Mais comme il y en avait beaucoup, ça prend un peu du temps. Et il me dit, vous inquiétez pas, vous allez retrouver votre mobilité, il faut qu'on attende que vous ayez plus d'hématomes, vous allez aller en centre de rééducation, et puis ça va bien se passer, quoi. Ah oui, très optimiste. Très optimiste. Et il m'explique aussi que, au vu de la malformation, en fait, c'est une malformation des veines qui était vraiment très profonde dans mon cerveau, où elles étaient entremêlées ensemble, et ça faisait comme un popcorn ou comme une framboise, quoi, en fait. Un petit truc, ouais. Et il me dit, de toute façon, on peut pas vous opérer. Le ratio risque-avantage, il est en votre défaveur parce que là, il est trop profond, c'est trop petit, ça va faire trop de dégâts. Donc, on va attendre de voir. Donc, retournez vivre votre vie, récupérez un max et puis retournez à l'école en septembre et vous faites des IRM tous les 6 mois pour voir un peu comment ça va évoluer. Et ça se trouve, vu que pendant 20 ans, cette malformation, elle n'a pas été active, peut-être que pendant les 20 prochaines années, elle va pas non plus s'activer. Donc, assez rassurant. Et en même temps, un peu flippé quand même par tout ce qui m'arrive. On pleure beaucoup avec ma famille. Je suis très très proche de mes parents, de mon frère, ma sœur. Et donc, c'était un gros moment de famille assez douloureux. Mais je vais en centre d'éducation, je récupère tout. Et en septembre, je retourne à l'école. Tu récupères tout, c'est-à-dire? Je remarche, je réécris, je m'habille toute seule, je me lave. Je refais, vraiment. Je retrouve ma vie. Comme si de rien n'était. Alors, ouais, presque. À peu près. C'est-à-dire? Quand je sors du centre d'éducation, je marche avec une canne. Je pense plutôt pour me rassurer, moi personnellement, plutôt que par besoin. Mais je n'étais pas encore assez stable sur mes appuis pour pouvoir marcher comme ça sans canne.
Mais je retourne à l'école un peu en mode superstar, la meuf qui a survécu à un AVC au Népal. Ah ouais, c'est vrai que c'est... Je suis vice-présidente de l'association des sports, donc voilà, je retourne dans ma vie. On m'a dit que c'était bon, bah moi je retourne dans ma vie, quoi. Je retourne faire la fête, je retourne faire plein de trucs. Comment tu te sens à ce moment-là ? Je suis une warrior à ce moment-là. Je suis invincible. T'as passé combien de temps en centre de rééducation ? Cette première fois, j'ai passé 1 mois. D'accord. Et Oui, je donc rentrais- en et je un rentrais chez mois, tu renais, quoi. Tu Ouais. revis complètement normalement. Exact. J'imagine effectivement le sentiment de fierté que tu pouvais avoir, à juste titre. Et alors les médecins, par rapport à cette malformation, est-ce qu'on te parle pas d'un risque de récidive ? Parce que c'est me quoi dit qu'on sait pas. les... On sait pas. On sait pas. Mais à tout moment, ça peut répéter ? Ouais. D'accord. Donc, globalement, on te dit que tu vis un peu avec une épée de Damoclès au-dessus de la tête. C'est totalement ça. Si ça se trouve, ça va bien se passer. Et si ça se trouve, dans un mois, ça répète, en fait. C'est ça. Ouais, c'est ça, exactement. Et ça, t'en as conscience. C'est formulé tel quel ou... Ah, on me le dit clairement que, voilà, on sait pas ce qui va se passer. Mais je reprends ma vie, je retourne vivre à La Rochelle à l'époque. Voilà, je refais mes activités comme si de rien n'était. Et assez rapidement, en fait, je me lève un matin, j'ai le bras gauche tellement engourdi. Et là, je me dis, ça sent pas bon. Ça sent pas bon. Ça, du c'est tout. au bout de combien de temps ? On est 2-3 mois après mon retour à l'école. D'accord. Donc, Donc, rebelote, le même bras. Ouais. Et en fait, je vais faire un IRM. On m'annonce que ma malformation s'est remise à saigner, mais de manière assez légère, moins forte que la première fois. D'accord. Et donc, c'est juste un engourdissement du bras gauche. Et au final, pendant 6 mois, j'enchaîne micro-AVC sur micro-AVC. J'ai le bras gauche totalement engourdi, quasiment un jour sur 3. Et je sais jamais dans quel état je vais me lever le matin. Et là, ça commence psychologiquement à être vraiment difficile parce que moi, je pensais que ça allait bien se passer. Bah ouais. Et au final, je me réveille avec une épée de Damoclès au-dessus de la tête où je ne sais pas si c'est parce que je me suis couchée trop tard ou est-ce que c'est parce que j'ai fait un truc mal. Ou en fait, non, c'est juste que voilà, la malformation, elle s'est réveillée et maintenant, elle est inarrêtable. C'est concentré uniquement sur le bras. À ce La moment- à jambe ce moment-là- répond à ce moment-là et tout le reste du corps Ouais, aussi. ouais. D'accord. La chance que j'ai eue, c'est que mon visage n'a jamais été trop marqué Mmh. par ça. Mmh. Donc ça, c'est quand même déjà pour moi Ouais, une grande chance. Ni ouais. ma parole, parce que j'aime bien parler. Bien sûr. Ça aurait ouais, été ouais. assez complexe. Et donc oui, effectivement, c'est juste, je peux plus écrire, quoi. Et c'est quand même globalement assez désagréable de vivre avec un bras engourdi H24. Ça te fait mal ou pas ? C'est pas de la douleur, c'est de la gêne. Comme, de la gêne. comme quand tu t'es endormi Ouais. sur ton bras et qu'il est complètement groggy, là, Ouais. limite, à la limite des fourmillements, Oui. perpétuel. Et c'est juste insupportable. Du coup, tu deviens droitière ? Alors à ce moment-là, non, j'essaye encore je persévère Ouais. pour garder mon écriture du côté gauche, mais je prends un ordinateur surtout dans les cours Oui. pour pouvoir taper à l'ordi. Bien sûr. Et je pars en année de césure. Je vais en stage dans une agence de com à Paris et j'avais 6 mois de prévu aussi en Irlande, après dans une agence d'événementiel. Mhm. Et en fait, j'arrive à un stade où c'est too much. J'enchaîne vraiment AVC sur AVC, j'ai aucun répit. Oh là là. Et là, je vais voir le neurochirurgien qui m'explique que, en fait, j'ai pas le choix. Enfin, j'ai pas le choix. Si, j'ai le choix, justement, de me faire opérer ou de pas me faire opérer. Mais que si je me fais opérer, dans tous les cas, je deviendrai handicapée. Et on m'annonce aveugle dans l'œil gauche, la face paralysée, dans le fauteuil roulant, la main gauche inexploitable. Vraiment un gros portrait assez lourd, quoi, Ouais, de ouais. ce qui peut se passer suite à cette opération. Oui, le tableau vraiment Ouais. noirci. pas cool, ouais. Ouais, pas cool. Et en même temps, je me dis, je peux plus continuer de vivre comme ça. Enfin, c'est juste insupportable. Je préfère être handicapée que malade, en fait. Et donc, je me dis, vas-y, go, on fait cette opération. Donc, c'est une opération du cerveau pour démêler ces vaisseaux Pour le retirer. entremêlés. Non, Pour le retirer. Ouais, on enlève tout. On est arrivé à un stade où j'étais tellement en fait, mon cerveau, il peut pas absorber autant de sang. Ça fait trop de dégâts. Bien sûr. Et donc, soit j'allais garder ma malformation, mais dans tous les cas, je devenais handicapée parce que j'avais le cerveau complètement irrigué et on n'était pas à l'abri que ça allait faire d'autres dégâts en plus. Soit, voilà, je me fais opérer et en m'ouvrant le cerveau et en traversant pour me retirer la malformation, ils allaient forcément toucher des choses irréversibles. Ah oui. Dans tous les cas, il y avait un gros risque, Mm-mm. mais tu as opté pour l'opération quand même, Ouais. qui avait pour le coup des chances de réussir et de te laisser un handicap moins important. Non. Non, pas dans ce qu'on m'avait annoncé, parce que je pense qu'ils t'annoncent toujours aussi un peu le pire pour se protéger eux-mêmes. Ouais. Je savais que, clairement,
j'allais pas en ressortir indemne, que ma vie d'avant, elle était vraiment finie. Quoi que je fasse, de toute façon, en fait, et j'ai choisi de pas rester avec cette épée de Damoclès au-dessus de la tête, en me disant, bah voilà, si je suis handicapée, bah moi je suis handicapée, j'ai juste à réapprendre à vivre comme ça, et j'ai un nouveau corps, et ben basta, après, je vis ma vie avec mon handicap. Mais moi, je suis pas tous les matins en train de me réveiller, en train de me dire, ah, dans quel état je vais me lever ce matin, quoi. C'est comment de décider ça à 22 ans ? Bah, je pense qu'à 22 ans, on est un peu naïf, dans le sens où on se projette pas toutes les conséquences que ça a. Et en même temps, c'était très clair dans ma tête que je pouvais plus continuer de vivre comme ça. Donc la décision, il m'a dit ça, je dis on se fait opérer. Et ma mère était là, bah, prends un peu le temps de réfléchir. Je fais non, j'ai tout réfléchi. Moi, je veux me faire opérer. En fait. Donc l'opération a eu lieu. Ouais. On t'a retiré donc cette malformation. Et alors, le réveil, c'était comment là ? Tout d'un coup, t'avais plus la multiplication des AVC le réveil, quotidien. Je me réveille, je suis complètement paralysée du côté gauche. J'ai plus l'usage de mon bras, je peux plus marcher. Et là, je redeviens un bébé, quoi. Mais je parle, j'ai toute ma tête, j'interagis, je rigole, je me marre. Enfin, voilà, je réfléchis et je pense à plein de trucs. Et on me dit, bah voilà, vous avez un gros trou dans la tête maintenant, qui est rempli par le liquide encéphalo-rachidien. Ouais. Mais au moins, bah voilà, c'est propre, c'est net. C'est clean. C'est clean. Et je me dis, ok, bon, mon corps est comme ça, mais en fait, je suis toujours là. Je suis toujours Mathilde. Donc, je me dis, ça va bien se passer. Même si c'est assez stressant de se retrouver de nouveau dans cette situation. Et je me suis dit, je suis arrivée une fois à tout récupérer. Il n'y a pas de raison que j'y arrive pas une deuxième fois. Donc là, tu pars en rééducation à nouveau ? Ouais, pendant 6 mois. Pendant 6 mois. Et c'est pas la même chose. Ouais. Et tu récupères pas autant que ce que tu avais récupéré la première fois. En fait, le centre de rééducation, donc moi je l'ai fait à la place de mes 6 mois en Irlande. Ah oui, du coup. Donc, mais ce qui est en soi un peu un stage à l'étranger, hein. On va pas se cacher. C'est tellement un autre monde, le centre de rééducation, que voilà, c'est assez perturbant de se retrouver dans ce monde-là avec plein de gens tous fracassés et il y a tous des histoires les plus dingues. Vraiment, c'est assez angoissant. Parce que j'imagine que tu as des accidentés de la route, tu as toutes formes de tentatives de suicide ratées, des gens qui ont des cancers des os et donc qui sont appareillés de partout. Toutes les personnes qui ont des problèmes un peu psy aussi. Parce que moi, j'étais dans un truc spécialisé pour les jeunes. Il y avait une aile psychiatrique. C'était horrible pour moi de rester dormir là-bas. Et j'ai eu de la chance parce qu'au bout de 2 semaines, j'ai réussi à obtenir l'autorisation pour rentrer chez mes parents le soir. Et aller à la journée, en fait, comme au travail, quoi. Tu vas bosser et tu rentres chez toi. D'accord. Je l'ai vraiment pris comme ça. Et en plus, comme j'avais ce stage en Irlande, moi, je suis sortie de cette opération. Donc, je me suis fait opérer début décembre 2012. Et je devais être en mars 2013 à Dublin. Et quand je suis sortie de l'hôpital et que je suis rentrée au centre de rééducation, j'ai dit à tout le monde, chez moi, je m'en fous, en mars 2013, je suis à Dublin. Il n'y a pas de sujet, en fait. Je vais tout récupérer et vous allez me laisser partir. Donc, j'étais dans le déni total, hein. Enfin, on va pas se mentir. Mais au final, le déni m'a sauvée parce que tout mon entourage m'a dit, OK, bah, si tu penses que tu en es capable, pas de souci, défonce-toi, récupère un max. Si t'es en forme, on te met dans l'avion. Et donc, le fait que j'avais le soutien de tout le monde, moi, je me suis dit, OK, bon, bah, trop cool. Donc, j'ai bossé à fond kiné, ostéo, la balnéo, l'électrothérapie, je faisais des lignes d'écriture. Enfin, vraiment, je faisais tout ce qu'il fallait pour récupérer au maximum. Puis au bout j'arrive à mars, je marche à peine avec ma canne. J'arrive quand même à me laver et à manger toute seule maintenant, mais il y a encore plein de choses que je sais pas faire. Et clairement, me gérer, c'est pas possible, quoi. Donc je dis à mes parents, je suis OK, bon, je pense qu'il me faut encore un mois de plus et après, après je pourrais me laisser partir. Mes parents, OK, pas de souci. Et en fait, un mois après, bah non, c'était pas possible, je pouvais pas partir. Et donc j'ai dû annuler moi-même mon stage. Et ça m'a sauvée parce que si on m'avait dit à la sortie de l'hôpital, c'est mort, tu partiras jamais à Dublin, bah j'aurais pas eu cette motivation au fond de moi de retrouver mon autonomie au maximum, quoi. Bah oui. T'avais la niaque. Ah mais grave. Parce que t'avais un objectif. Exactement. Ouais. Et quand j'ai annulé, bah c'était ma décision. C'est vraiment moi qui avais décidé en tant qu'adulte d'annuler. Et donc ça a tout changé, je pense, dans ma convalescence, parce que ça m'a permis vraiment de passer du déni à l'acceptation, parce que quand j'ai annulé ce stage, pour moi, ça a été le début de l'acceptation de ma nouvelle situation de handicap et que, bah voilà, en fait, j'arriverai pas à tout récupérer et c'est OK. Maintenant, je vais récupérer un max et après, je vais retourner dans ma vie et reprendre mes études parce que, bah, du coup, en septembre, j'avais ma 3e année qui commençait avec mes potes et il était hors de question que je loupe cette rentrée.
Oui, et puis le fait que ce soit toi qui annule ce stage et qui ait ces échéances comme ça, mois après mois, ça faisait que tu étais aussi maîtresse de ton Grave. temps. Tu subissais moins, je pense, que si on t'avait imposé un truc. Grave. Là, c'est toi Exactement. qui passais le coup de fil pour annuler. Tu étais aux commandes, quoi. Exactement. Et ça, pour le mental, évidemment, ça compte. Et justement, psychologiquement, c'était comment tu as vécu toute cette période ? Tu étais accompagnée ? Alors, j'avais pas de psy, non. À l'époque, on n'était pas trop en mode psy et tout. Mais la par santé contre, mentale était vraiment j'avais notion très floue. Exactement. Moi, j'ai une famille extraordinaire. J'ai des parents hyper optimistes. J'ai des amis incroyables. Et j'ai cette chance-là d'être hyper bien entourée avec mon frère, ma sœur aussi, qui étaient tous présents pour moi et qui m'ont toujours encouragée. Et ils étaient tous tellement motivés et convaincus que j'allais réussir à le faire que j'étais dans un super état d'esprit. Et comme j'avais cet objectif de stage, mais pour moi, j'étais au boulot et mon boulot, c'était de récupérer. Et donc, je bossais. Je me posais pas trop de questions, en fait. Donc finalement, ce séjour en centre de rééducation dure 6 mois. Ouais. Au bout de 6 mois, tu sors comment ? T'es à peu près autonome ? Au bout de 6 mois, je sors avec ma canne. J'ai plus l'usage de ma main gauche, mais par contre, j'ai appris à écrire de la main droite parce que je faisais des lignes et des cahiers de coloriage Disney le soir à la maison en plus. Ouais. Et j'ai récupéré exactement la même écriture que à gauche. Ouais, c'est assez fou. Ouais. Et j'ai pris mon sac à dos et je suis partie à Dublin, 15 jours. T'es quand même partie à Dublin. Of course, je suis quand même partie à Dublin. Je devais mettre un pied en Irlande en 2013, j'y ai mis un pied. Et je suis allée faire les sacs des Connemara avec un petit groupe de voyages organisés, de petits vieux. C'était un peu trop chelou de se retrouver là-bas, mais par contre, voilà, c'était ma petite réussite personnelle. Je comprends. Et donc, vous aviez tous des cannes ? Exactement. C'est l'avantage. C'était ça. Donc vous étiez tous au même rythme ? Ah bah moi je marchais à mon rythme, tranquille. Mais franchement c'était lunaire comme vacances. J'imagine. Ah bah c'est autre chose que la mission humanitaire entre jeunes au Népal, quoi. C'est sûr. Ah oui, non, ça n'a rien à voir. Mais c'est quand même un voyage, une déconnexion. C'était nécessaire pour moi et je remercie mes parents qui ont compris l'intérêt aussi que j'y aille parce que ça a dû être difficile de me remettre dans un avion et de me laisser partir alors que la dernière fois qu'ils m'avaient récupéré c'était en civière à l'hôpital, quoi. Donc là tu savais que tu n'allais a priori jamais retrouver la mobilité d'avant, mais que te disaient les médecins, ou en tout cas quels étaient les pronostics, que tu pourrais remarcher Alors là je marchais quand même là tu marchouillais avec ta canne. Ouais, c'est déjà énorme. Bah, oui, donc tu avais une vie quasi normale. En fait, à ce moment-là, les médecins me disent, écoute, le cerveau, on connaît rien. En fait, on connaît qu'une infime partie des capacités cérébrales des gens. Plus tu vas être actif, plus tu vas être en mouvement, plus tu vas bouger, et mieux tu vas encore progresser. On explique, je crois, tu as 3 ans, en fait, après un AVC, pour récupérer un maximum. Après, c'est plus long, c'est plus lent. Et au final, moi, je marchais avec la canne, je suis retournée à l'école avec la canne et je suis partie après en stage, parce qu'il fallait quand même que je fasse mon stage à l'étranger, parce que pour valider mes crédits, je suis partie à Londres 6 mois. Okay. Et quand j'étais à La Rochelle, j'étais avec ma voiture, je faisais tout avec la voiture, parce que j'estimais que j'avais pas cette force pour marcher et tout. Mais à Londres, en fait, j'ai pas de caisse, il pleut tout le temps, donc faut faire le choix entre la canne et le parapluie, parce qu'en fait, j'ai qu'une seule main, donc faut choisir, quoi. Ouais. Le choix était vite fait, j'ai choisi le parapluie. Et en fait, ça a été hyper bénéfique, parce que j'ai marché tout le temps, et donc j'ai repris de la force, malgré moi, sans trop m'en rendre compte. Et donc, j'ai lâché la canne à Londres, et depuis ce moment-là, je marche sans canne. À part quand je fais des efforts physiques de type randonnée assez longue, mais... Oui, sinon, parce que la meuf donc fait des randonnées en plus. Donc tu marches avec une aide autour de la jambe là. Ouais, c'est j'ai quoi un releveur en carbone parce que j'ai pas d'usage donc de mes releveurs de pied. Donc faut savoir que des doigts de pied c'est très utile. Oui. Ça fonctionne. On s'en rend pas compte quand ils fonctionnent. Oui, mais ils sont pas là pour rien. Mais ils ne sont pas là pour rien. Et en fait c'est ce qui permet. Enfin il y a un mouvement en fait au niveau du pied quand on passe le pied qui permet de lever le pied pour qu'il soit à 90 degrés. Il y a un mouvement qu'on fait avec le pied qui permet de marcher, que moi je n'ai plus. J'ai plus de contrôle sur ce mouvement-là. Et donc le fait d'avoir un releveur qui me maintient le pied à 90 degrés tout le temps me permet de marcher globalement quasiment sans boiter, quoi. Et génial. Donc ça c'est devenu ton nouvel accessoire de life. Ça fait 10 ans que je porte ce releveur en carbone. Releveur en carbone qui te permet d'avoir les mains libres et de marcher sur plusieurs kilomètres. Ouais.
sans souffrir. C'est indolore ou Alors, c'est pas indolore tout le temps parce que quand il fait chaud, quand le pied gonfle, Ouais. il y a toujours plein de trucs qui fait que ça. Il y a des frottements qui peuvent être assez douloureux. Mais globalement, dans ma vie de tous les jours, voilà, puis moi je suis tellement habituée. En fait, si je marche plus avec mon relevé en carbone, je suis perdue. Il y a vraiment un sentiment d'avoir la jambe nue maintenant, où je suis là, il me manque un truc, quoi. Le seul truc galère, c'est de trouver des chaussures qui puissent être adaptées. Qui soient assez larges. Je fais du 39, je porte des chaussures 41 parce que sinon ça rentre pas, donc c'est un peu chiant. Et moi j'étais un peu une chaussure addict avant. J'avais plein de paires de chaussures et tout. Ça a été mon petit deuil à faire à cause du handicap, c'est plus mettre de talons, ce genre de choses. Et donc là, tu as basculé vraiment dans le monde du handicap. Tu as découvert ça, le statut d'adulte handicapé au sein de la société, de ta vie quotidienne, de ta vie d'étudiante à l'époque. C'était comment ? En fait, moi, j'étais pas familière du handicap en tant que tel avant. J'avais mon oncle et ma tante qui étaient sourds, donc c'était la seule forme de handicap que je connaissais. Puis ma grand-mère qui a fait son AVC quelques temps avant moi. Du coup, j'étais un peu perdue et je me suis dit, en arrivant à l'école, on avait un mémoire de fin d'études à faire. Je me suis dit, dans quel monde je vais évoluer professionnellement ? Parce que, en fait, j'ai fait ma reconnaissance de travailleur handicapé, donc la RQTH, pour me permettre d'être reconnu travailleur handicapé dans les entreprises. Parce qu'on me l'a conseillé au centre de rééducation et que j'ai pas trop questionné le truc, je me suis dit, oui, maintenant je suis handicapée, c'est comme ça. Et donc j'ai commencé un peu à mettre le pied dedans et j'ai trouvé ça passionnant. En fait, je me suis dit, mais c'est dingue, il y a plein de personnes handicapées, on est quand même 12 millions en France et en fait, on nous voit pas, on n'en parle pas. Ou alors, on n'en parle que avec du misérabilisme, faire pleurer dans les chaumières. Et ça, c'est un truc dans lequel je me reconnaissais pas du tout. Ouais. Parce que moi, j'étais hyper jeune, j'avais encore plein d'envies, plein de trucs à faire. Et donc, petit à petit, je me suis dit, en fait, je vais arrêter le tourisme parce que je me destinais plutôt à une formation dans le tourisme. Et je me suis dit, en fait, non, c'est pas ça que je veux faire. Si je suis devenue handicapée aussi jeune, je pense qu'il y a un sens. Et j'ai voulu donner un sens, en tout cas, à ce qui m'était arrivé aussi jeune, en disant, je vais me mettre au service des autres et les aider à trouver leur voie professionnelle. Et donc, en fait, j'ai tout de suite mis à bosser dans une association et après en entreprise pour aider à l'insertion professionnelle des personnes handicapées. Et notamment, comment est-ce qu'on fait pour bien travailler dans l'entreprise avec les aménagements de poste, la compensation, et faire beaucoup de sensibilisation aussi auprès des managers parce que, en fait, il y a plein de gens qui ne connaissent pas le handicap. Et donc tu as transformé le truc, quoi. Exactement. J'ai fait en sorte que ce qui m'était arrivé puisse me servir pour mettre mon énergie au quotidien et bosser à fond pour les autres. Et ça, c'est pas rien. Bravo pour ça, déjà. Donc, quand tu rencontres Jean-Charles, t'es déjà, toi, une femme active dans ce milieu du handicap, de la prévention d'entreprise et tout ça ? Alors, quand je rencontre Jean-Charles, je suis en CDI dans une boîte d'informatique et je travaille à la mission handicap. Donc, on a 700 personnes handicapées en charge et on s'occupe de les faire bosser, les recruter, faire la sensibilisation, de la formation en interne. Et je m'éclate. Franchement, je suis trop à ma place. J'adore ce que je fais. Je suis dans une belle boîte, on a les moyens, je bosse place de l'Étoile, alors qu'avant je bossais dans une vieille tour à Pantin, et c'était pas la même. Je suis en coloc avec 3 de mes copines, on est toutes les 4 célibataires, on s'amuse, et c'est la best life. Comment ça se passe avec les mecs, justement ? En fait, ça a été assez compliqué parce que faut savoir que pendant toute ma période de convalescence, de réaction d'éducation, j'étais avec quelqu'un à ce moment-là, depuis l'école, et lui était tombé amoureux de moi quand j'étais Mathilde sans handicap. Et donc, il avait eu, je sais pas si c'est le courage de rester, en tout cas de m'aider à traverser tout ça. Et franchement, ce qu'il a fait pour moi à ce moment-là, c'est ce qui m'a permis aussi de bien prendre en considération mon corps, mon handicap et d'accepter qui j'étais. Mais quand on s'est quittés, en fait, c'est la première fois où je me retrouve célibataire handicapée. Mais oui. Et là, vraiment, je suis anéantie parce que je me dis que personne ne voudra sortir avec quelqu'un qui est handicapé. Je veux dire... c'est pas le goal d'une vie de se dire ma femme elle sera en situation de handicap et donc je me souviens encore j'étais dans mon lit en train de pleurer sur cette rupture et de dire à mon père mais je vais jamais retrouver quelqu'un, c'est mort, je vais finir toute seule avec mes chats. Et mon père qui est là mais vous vous êtes pas quittés à cause de ton handicap, donc il y a pas de raison que quelqu'un ne puisse pas retomber amoureux de toi. Mais j'étais persuadée de ça et donc pendant 2 ans je courais un peu derrière cette quête de retrouver confiance en moi, de me rassurer en me disant que je peux encore plaire. Et donc, Jean-Charles se marre beaucoup parce que j'ai enchaîné un peu les mecs beaux gosses avec des grosses tablettes de chocolat, les pompiers, les crossfitters. C'est vrai. Grave.
Juste pour me rassurer, me dire, en fait, c'est possible. Oui, je peux séduire ces hommes-là. Exactement. Ouais. Ça m'a fait du bien. Mais toi, ça te faisait du bien à ton ego. Exactement. Bah ouais, bien sûr. Et alors justement, c'était comment de te retrouver face à ces hommes dans des moments intimes avec ce corps qui répondait plus forcément comme avant? On va dire que j'avais pas un taux de réussite hyper fort sur Tinder. Typiquement, parce que je pense que le date comme ça, où tu viens voir la personne, tu te rends compte qu'elle est en situation de handicap, ça te fout un bloc et puis après tu la dégages. Alors que quand t'es en soirée, tu vois la personne bouger, tu vois le mindset, tu vois l'énergie, là ça marchait bien en fait. Donc en fait j'étais pendant 2 ans sur Tinder, mais j'ai pas eu beaucoup d'aventures grâce à Tinder parce que j'avais surtout des déceptions, parce que j'avais l'impression que les dates se passaient bien et au final il se passait rien après. Et du coup tu sais jamais si c'est à cause de ton handicap ou parce que juste ça n'a pas matché. Mais t'as annoncé la couleur sur Tinder ? Au début non. Au début non. Au début non. Au début je me dis je vais voir ce qui va se passer quoi. Oui, donc t'allais jusqu'au date. Ouais. Et puis au date je voilà, le disais. Tu le disais. J'ai jamais eu des mecs qui se sont dit c'est mort, je vais partir. Les gens ont toujours eu la décence de rester passer la soirée avec moi. Mais par contre, après, il n'y avait pas forcément de suite. J'ai eu quelques amourettes comme ça avec des mecs de Tinder, mais au final, mon taux de réussite était plutôt en soirée. J'adore comment t'en parles. Mon taux de réussite était plutôt in real life. Exactement. Ouais. Exactement. On est en soirée. Ça draguait en soirée. Et ça marchait, ça. Je pense que mon sourire faisait quelque chose. Bien sûr, je comprends. Et du coup, cette partie-là, en tout cas, m'a permis de reprendre confiance en moi et de me dire, en fait, les gens peuvent voir au-delà. Et dans l'intimité, j'ai jamais eu trop de soucis. En fait, ça s'est toujours bien passé. Toujours bien passé. Ouais. Ok. Donc, Jean-Charles arrive dans ta vie. T'as quel âge ? Jean-Charles arrive dans ma vie, j'ai 26 ans. 26 ans, donc ça fait 4 ans que tu as eu cette opération du cerveau. Hein. C'est ça. Ok. Donc ça fait 2 ans que t'enchaînes les histoires un peu légères. Voilà. Mais toi, t'as envie de quoi, au fond de toi ? Moi, j'ai envie de me poser avec quelqu'un, en fait. Je suis quelqu'un d'assez un peu traditionnel et du coup, je me dis, j'ai 26 piges. Si je veux essayer de trouver l'homme de ma vie, il va pas falloir trop tarder non plus, quoi. Mais ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que t'as envie d'un mariage, d'enfants, de famille nombreuse Ouais. Moi, je viens d'une famille hyper nombreuse. Mon père, ils sont 7, ma mère, ils sont 6 enfants. Nous, on est 3. J'ai toujours été entourée de plein de gens et je me suis toujours projetée dans la vie en mode j'ai un mari et je vais avoir des gosses et ça va bien super. Se passer quoi. Ok. Donc quand tu rencontres Jean-Charles avec ses médailles autour du cou, on n'est pas sur le même mood. Ah ouais. Lui, il vient de se séparer et il est en mode cherche des potes quoi. On se voit assez rapidement parce qu'il part pour plusieurs conférences autour de France. Enfin voilà. Ça se passe trop bien, on passe toute la soirée ensemble, vraiment super soirée, super souvenir de cette soirée. Et je me dis, le mec est trop ouf, quoi. Franchement, le mec est dingue. Ah ouais, toi, il te tape dans l'œil. Grave. Je sens une vibe chez lui qui est juste incroyable. Je suis admirative de son parcours. Ouais. Il a un parcours académique assez spécifique. Il vient d'un CAP chaudronnerie, il a fini à HEC, il a monté sa boîte. Donc j'étais un peu là en mode waouh, c'est qui ce type, pas mal. Donc effectivement, quand il dit un homme de défi, il t'a pas menti. Non, il m'a pas menti. Ouais. Mais du coup, il part un peu, il fait sa vadrouille, il va à Porquerolles, il va en Angleterre et après il finit à l'EVG de son frère en Belgique. Et donc on s'écrit pendant 15 jours non-stop, tout le temps. On est pendu à notre téléphone et il arrive à cette EVG en Belgique. Puis là, plus de nouvelles. Il sort des radars, quoi. Et là, je dis à mes copines, c'est bizarre, pourquoi il me ghoste ? Il s'est forcément passé un truc, quoi. 2-3 jours passent, no news. Donc, j'essaye de me rappeler un peu ce qu'il m'avait dit, le nom de sa boîte. Parce que j'avais juste Jean-Charles, quoi. Comme, ah ouais. T'avais pas son nom de famille ? Rien ? Non, non, j'avais rien. Et au final, je le trouve sur Facebook et j'attends 15 jours. Je me dis, je vais pas faire la meuf non plus trop psychopathe. Je vais lui renvoyer un message. On est loin de la psychopathe. Voilà, j'ai fait genre, j'étais détachée. Bah oui. Hey, salut, comment ça va ? Il s'est passé un truc, tu réponds plus, quoi. Et là, il me répond, genre, dans les 10 minutes, genre, ah, punaise, Mathilde, truc histoire de fou, on s'est fait voler, on s'est fait cambrioler en Belgique, j'ai plus de téléphone, j'ai plus de numéro, j'ai plus rien, impossible de te retrouver, j'ai tout perdu. Et du coup, il me dit, trop cool que tu m'aies retrouvé, quoi. Ah bah ouais. Et donc là, on reprend notre relation, on se revoit. Et sauf que, on se voit pendant 2-3 semaines. Et puis quand il m'invite chez lui à 23h pour manger des pâtes avant d'aller en soirée, je me dis, il va se passer un truc. Et au final, le gars, non, pas du tout. Alors, tu vois d'autres gens sur Tinder, comment ça se passe ? Je te dis, mais quoi ? Non. Il me dit, ah non, mais en fait, moi, je cherche pas de relation, en fait.
Je veux juste qu'on soit amis parce que t'es très sympa et je m'entends très bien avec toi. Donc voilà, on peut juste rester potes. Et là, genre, Oh là là. le gros vent, quoi. Ah ouais. Donc je pars, vexée comme un pou. Ah bah je te comprends. Je rentre et je me dis, ouais, mais des amis, moi, j'en cherche pas. J'ai plein de potes. C'est pas ça que je suis en recherche, quoi. Et en même temps, il y a une partie de moi qui me dit, ouais, mais on se marre trop, il est trop sympa. Écoute, si je lui plais pas, c'est ok. Enfin, c'est comme ça. Du coup, pour moi, j'avais interprété sur le fait que je n'étais pas attirante pour lui. Donc, c'est pour ça qu'il m'avait un peu friendzonné. Donc, on est parti sur 6 mois d'amitié. Oh là là. Mais au final, on faisait des rencarts, on se racontait nos trucs. C'est devenu mon meilleur pote. On a passé 6 mois H24 ensemble. Moi, je l'emmenais dans tous les musées de Paris avec ma carte handicapée. On faisait pas la queue et c'était gratos. Le sésame. Grave. Ouais, et là, c'est vrai il s'est que dit, ah, c'est hyper intéressant en fait. Et à côté de ça, vous aviez des histoires? Ouais, moi je continuais d'être sur Tinder, lui il chinait des meufs, Ok. et on se racontait, c'est ça le pire. Et on se disait, putain, le jour où un de nous deux va trouver quelqu'un où se poser, ça va être chaud parce que, en fait, on était vraiment devenus quand même un peu indispensables l'un à l'autre, mais en mode amis. Et moi, il y avait plus aucune ambiguïté parce qu'il m'avait friendzonné, donc j'étais pas en mode forceuse, on était vraiment en mode pote. Et personne ne comprenait trop notre relation, qui était quand même assez chelou. Un peu chelou. Faut pas Et alors, à quel moment ça a basculé, Mathilde? Ça a basculé au moment où on a fait une soirée à la maison et là, il m'embrasse. Et là, je trouve ça bizarre. Je dis, mais pourquoi tu m'embrasses alors que je te plais pas? Le lendemain, il me dit, non, mais t'inquiète, on fait comme si de rien n'était. Et à partir de ce moment-là, c'était assez compliqué. Et moi, je me suis dit, non, je suis pas prête. Enfin, genre là, et si toi, tu m'as embrassé, c'est qu'il s'est passé un truc. Enfin, c'est qu'il y a des trucs. Donc, non, on va arrêter de se voir. Et là, on s'en est suivi quelques semaines assez complexes pour qu'on puisse enfin se retrouver. Et on s'est mis ensemble après. Quand même, il s'est rendu à l'évidence, Jean-Charles, qu'il était Il a fallu que je me barre avec un autre mec, quand même, pour un peu asseoir... Bah ouais, lui faire prendre conscience de l'attachement, l'attachement / amour qu'il ressentait pour toi. Exactement. Ah, il était long à la détente, hein? Il a mis un peu de temps, mais bon. Au final, on a réussi à se trouver et c'est le principal. Et c'est le principal, Et on a emménagé ensemble dans la foulée et un an après, il me demande un mariage. Ah oui, parce que alors pour le coup, autant c'est un diesel, le Jean-Charles, autant quand il s'y met, c'est bon. Grave. Il était sûr de lui. Ah, oui. Il avait besoin de ce temps-là pour peut-être justement avoir cette certitude-là et s'engager. Une fois qu'on s'est mis ensemble, ça a été d'une facilité sans nom et un bonheur vraiment parfait, quoi. De chaque instant. Ouais. Tu en parles avec des cœurs dans les yeux, ça fait plaisir. Donc, un mariage dans la foulée et niveau enfant, vous étiez raccord? Toi qui voulais une grande tribu. Lui voulait 11 enfants. 11 enfants. Pourquoi 11? Why not? Pourquoi et pas 10 et pas 12? Je sais pas. Il m'avait dit, moi, je veux plein d'enfants. Mon Dieu. Donc, on a eu une grosse négo sur le 11 enfants. C'est un no-go. En tout cas, pour ce qui était famille nombreuse, t'étais tranquille. Tu savais que t'avais le bon mec. On savait qu'on aurait... Enfin, on s'est toujours dit qu'on aurait au minimum 3 enfants. Ok. On verra si on en fera un 4e un jour. Dit-elle donc enceinte du 3e. Voilà, c'est ça. Mais c'est déjà pas mal. On arrive à l'objectif. Ouais, c'est ça. Le 4e, on se ferme pas la porte. Moi, j'irai pas au-delà, ça c'est certain. Parce que je compte quand même m'occuper de mes enfants, travailler et tout ça. Donc 4, ça me semble être le grand max. Mais déjà, voyons à 3, à quelle sauce on va être mangé. Vous vous dites quoi justement pour ce premier enfant en termes de timing? Alors Jean-Charles fait que de me dire, non mais... on sait pas combien de temps ça va nous prendre. Ouais, certes. Il y a plein d'histoires qui sont autour de nous sur le fait qu'il faut 6 mois, 1 an, 2 ans, plus pour avoir un enfant. Donc on sait pas, nous. Ce serait bien qu'on arrête le contraceptif. Et moi, je suis là en mode... non, c'est un peu tôt quand même. Enfin, pour le coup, j'étais OK sur le fait d'avoir des enfants ensemble, mais ça me paraissait un peu tôt. Et en même temps, en écoutant... notamment des épisodes de Bliss Stories, je me disais qu'effectivement, arrêter mon contraceptif et reprendre un cycle naturel, ça allait peut-être nous être pas mal, quoi. Et donc, 6 mois avant le mariage, j'arrête mon contraceptif. YOLO, on y va, quoi. Essayons de faire un peu gaffe pour pas que je sois non plus enceinte de 6 mois au mariage. Et... c'est marrant, et je la vois venir. Je sens que la robe de mariée était une robe de grossesse. Un mois après... Mon Dieu. Vendette positive sur et voilà. Et voilà. Et donc, je me suis mariée enceinte de 5 mois. Et voilà. Magnifique. À la fois, ça devait être trop beau. En fait,
avec du recul, j'ai pas eu le temps d'avoir envie. Et je sais que c'est une chance immense. Au vu de toutes les histoires que j'entends autour de moi, je sais à quel point on est chanceux de pas avoir ce problème-là. On en a plein d'autres, mais au moins on n'a pas ce problème-là. C'est ça. C'est-à-dire qu'il y a un endroit, peut-être, vous pouvez... Ça peut être cool aussi, ça peut être simple. Je vais pas me prendre tout sur le dos non plus. Non. Comment se passe cette première grossesse ? Physiquement, nickel. Je me suis jamais posé de question parce que c'est une question qu'on m'a beaucoup posée, genre mais avec ton handicap, t'as pas eu peur de... Je te là, bah en fait non. Parce que justement quand tu te projetais avec un bébé dans les bras, qu'est-ce que tu envisageais de compliqué ? Parce que ton bras gauche donc marche pas. Donc pour porter un enfant en termes de sécurité, de mobilité, comment t'envisageais ça ? Alors moi je me disais il y a des femmes tétraplégiques qui ont des enfants. Il n'y a pas de raison que moi, j'y arrive pas. Par contre, c'est sûr que j'avais des gros stress de faire tomber mon gosse. Ça, c'était mes pires cauchemars. J'ai mon enfant dans les bras, je trébuche, j'éclate tout le monde par terre. Enfin, ça, c'était quand même une grosse pression. On va pas se mentir. Oui. Mais j'ai toujours été dans le truc de j'ai des envies, je suis mes envies et j'adapte ensuite en fonction de mon handicap ce qu'il y a à adapter. Parce qu'il y a toujours plein de solutions à trouver. Que je connais pas forcément à l'instant T, mais je sais qu'en m'entourant des bonnes personnes, je vais trouver des solutions. Alors justement, tu t'es entourée de qui ? Personne. En amont, personne. Ouais. Mais t'avais des modèles, des exemples, d'autres récits de femmes qui avaient le même handicap que toi, qui étaient mères ? Non, parce qu'on laisse beaucoup la parole aux femmes en situation de handicap en fauteuil. Ouais. Ou alors, des fois, j'avais entendu aussi des personnes malvoyantes, mais du coup, elles avaient leurs deux mains. Des femmes qui avaient fait des AVC, je n'en connaissais pas. Puis, j'étais pas encore aussi investie dans le milieu du... Je bossais en entreprise, mais voilà, j'étais pas autant dans les réseaux, tout ça, Instagram et compagnie, c'était un peu le début. Donc, non, en fait, je me suis dit, bah, moi, j'ai confiance en moi, ça va bien se passer. Et en tout cas, en amont, je me suis pas posé de questions sur comment j'allais faire. D'accord. Pendant la grossesse, j'étais un peu là en mode, ok, maintenant, comment elle sortir déjà ? Parce que, en fait, j'ai envoyé une première demande dans une maternité à Paris, je me suis fait refuser. Ah ouais ? Et je me suis fait refuser de 3 maternités au final. Parce que on ne peut pas gérer... Trop de risque de faire un AVC en accouchant. Alors que ça ne sort de nulle part parce que j'ai un courrier de mon neurochirurgien qui explique qu'il n'y a pas de cause à effet et que j'ai pas le risque de faire un AVC plus que n'importe quelle autre personne. Oui, c'est-à-dire que maintenant que tu as été opérée, t'as pas plus de risque qu'une autre personne de faire un AVC. D'accord. Non. Et pourtant, 3 refus. Ouais, 3 refus. Et là, je me dis, waouh, le plan, c'est pas que Jean-Charles m'accouche sur le canapé. Donc, non. Qui va m'accoucher, quoi ? Et donc ça a été une grosse période de stress. Ça a été un peu la première fois aussi où j'ai senti un peu de la discrimination. Parce que moi, je vivais mon handicap hyper naïvement. Tout se passait bien, j'avais un boulot, je gagne ma thune, j'ai acheté mon premier appart toute seule avec l'aide de mes parents. Enfin, tu vois, mon handicap, c'était vraiment un truc accepté. Oui, intégré totalement à ta vie. Ouais. Grave. Et là, tout d'un coup... On me le renvoie à la figure. Ouais. Et vraiment, ça a été assez violent. Et ce qui a été le plus violent, je trouve, c'est qu'on m'a pas envoyé vers d'autres alternatives. On m'a juste dit non. Alors qu'il y avait une alternative, puisque au final, je l'ai trouvée. Donc après quelques recherches sur Internet, il faut savoir qu'à l'Institut mutualiste Montsouris, dans le 14e, il y a une section qui accompagne les femmes handicapées. D'accord. Et ça a été vraiment spécifique. Béatrice Idiar-Chamois, qui est une sage-femme incroyable, qui fait un travail de dingue, qui a accompagné des milliers de femmes, plein de handicaps différents, des personnes qui pratiquent la LSF, la langue des signes française, des tétraplégiques, des personnes en fauteuil, des personnes hémiplégiques comme moi. Vraiment, mais tout corps de femme, en fait. Ouais. Et ça a été une bénédiction de tomber sur elle parce que, et j'ai réalisé un peu après coup, qu'en fait, j'avais eu de la chance de m'être fait refuser de ces maternités parce que ça m'avait conduit à elle, qui m'avait expliqué plein de trucs sur mon corps et mon handicap que je ne connaissais pas. C'est-à-dire ? Des choses sur des spasmes que tu peux avoir, des problèmes des fois au niveau de l'utérus, des trucs que, en fait, personne ne te parle de ton corps vraiment en tant que tel, de femme. Parce qu'en fait, moi j'étais là, mais peut-être comme mon corps est paralysé, peut-être la moitié de mon utérus va être paralysée aussi. Comment je vais faire pour pousser, ce genre de choses. Elle dit, mais non, t'inquiète, ça va se passer. Et elle a expliqué plein de choses. Et du coup, j'étais vraiment en mode, ok, bon, bah c'est possible. Et elle m'a vraiment aidée à trouver du matériel adapté. Pour accueillir ton bébé. Ouais, pour maintenir la sécurité. Ouais. Et ça a été une grande chance pour moi. De te voir refuser 3 fois d'autres hôpitaux, d'autres maternités, t'a permis d'atterrir là-bas. Exactement.
En revanche, ce qu'on peut regretter quand même, si je puis me permettre, c'est que ces maternités qui t'ont dit non ne t'aient pas dit nous on peut pas gérer, mais en revanche il y a bien mieux que nous. En fait, il y a l'Institut mutualiste Montsouris dans le 14e à Paris qui a justement un environnement et des gens spécialisés pour vous, spécifiques. Est-ce que tu sais si c'est le seul établissement parisien à offrir ce savoir-faire-là, ces compétences-là? Je sais pas si c'est le seul, mais en tout cas, c'est le seul que j'ai trouvé. C'est le seul que tu as trouvé. Il est très bien référencé, du coup. Ouais, mais s'il y en a d'autres, mais en revanche, les autres maternités n'ont pas l'info, de toute évidence. Bah non, a priori, non. Et c'est vrai que c'est formidable que cette sage-femme, tu peux répéter son nom? C'est Béatrice Idiar-Chamois. Voilà. Incroyable. On l'embrasse si elle nous écoute. C'est formidable déjà qu'elle exerce et qu'elle soit spécialisée dans les femmes en situation de handicap. Mais il faudrait qu'elle forme d'autres sages-femmes partout en France. Alors elle le fait, il y a beaucoup de gens qui viennent en stage chez elle. D'accord. Voilà. Non, c'est une référence dans le domaine. C'est la GOAT. Elle est incroyable, vraiment incroyable. Je suis fan de Béatrice. T'es fan. Écoute, on l'est aussi. Si elle permet ça, c'est vrai que c'est formidable. Est-ce que tu avais des craintes pendant ta grossesse sur le fait de transmettre cette malformation du cerveau que tu avais eue à ton enfant? Est-ce qu'il y avait des risques? Est-ce que c'était génétique ou pas du tout? Alors non, aucun risque génétique. Si ça avait été héréditaire, j'aurais eu plus, moi, de malformations dans le cerveau. D'accord. Donc on m'a toujours dit que c'était la faute à pas de chance, j'étais née avec ça, parce qu'on est tous avec plein de malformations, et donc la mienne, c'était ça. D'accord. Et donc j'avais pas de risque plus que ça de le transmettre à mes enfants. Ok. Donc, un suivi de grossesse, une fois que tu avais trouvé Béa. Exactement. Ça m'a simplifié le travail. T'étais entre les meilleures mains. Surtout qu'elle fait de l'aptonomie. Ah ouais, donc on a découvert ce qu'était que l'aptonomie avec elle. Et Jean-Charles est venu à tous les rendez-vous et il a appris des techniques là pour se mettre en connexion avec le bébé, et même pour l'accouchement après aussi, pour l'aider à descendre dans le bassin et tout. Et alors justement, par rapport à tes sensations et ce corps divisé en deux, avec un côté dans lequel tu n'as aucune sensation, qu'est-ce que tu ressentais dans ton ventre justement? Est-ce que c'était pareil? Est-ce que du côté gauche, tu sentais pas du tout les coups? Alors en fait, moi, je sens mon côté gauche. C'est juste que je le sens pas pareil que du côté droit. Donc c'est vraiment deux sensations différentes. D'accord. Mais à l'intérieur de moi, c'est la même chose. D'accord. Donc très vite, t'as été rassurée là-dessus. Il n'y avait pas de, en fait, de différence. Non. Et puis, en fait, elle est tellement détente. Elle te met en confiance. Ouais. Moi, j'étais là, je suis arrivée hyper stressée en mode non, mais personne ne veut m'accoucher. Ça va être de la galère. Je vais devoir peut-être faire une césarienne programmée. Elle était là, mais non, mais pas du tout. Tu es capable de faire. Il y a plein de femmes qui arrivent à le faire par voie basse. Il n'y a pas de raison que tu tentes pas. Et on verra. Et puis. Ce qui est chouette, c'est qu'il y a beaucoup de prévention sur, ton cas passe dans les mains des médecins. Il y a des rendez-vous pour expliquer ta situation de handicap, quelles sont tes spécificités à tous les médecins. Comme ça, peu importe à quelle heure tu vas accoucher, les gens ont vu ton dossier. Franchement, un suivi, un accompagnement de luxe. Mais vraiment de luxe. Génial. Et donc, comment s'est passé le jour J? Tu étais à terme? Alors, j'étais 2 semaines avant l'accouchement. Ouais. Et en fait, j'arrive à minuit avec quand même des grosses contractions. J'arrive là-bas, à l'hôpital, vraiment, j'arrive plus tout à gérer. Je commence à être prise de spasme du côté gauche. Et ça, je comprends pas d'où ça vient, en fait. Je suis un peu là, waouh, c'est quoi? Parce que j'ai aucun moment de répit, parce que entre les contractions et le spasme, vraiment, j'ai aucun moment de répit. Les spasmes, c'est-à-dire des tremblements du côté gauche, qui sont dus aux contractions. C'est dû au stress, c'est la spasticité, donc c'est le muscle qui se contracte quand tu es dans une situation un peu inconfortable pour toi, quoi. D'accord. Et c'est incontrôlable, c'est-à-dire que t'as beau essayer de te détendre, ça tremble dans tous les sens. Donc ton bras, Mon bras, ma jambe et tout mon corps en fait fait que de trembler. Et donc entre les contractions et ces tremblements-là, j'arrive pas à me reposer. Je reste 1 heure dans cet état-là et au final on me dit allez, péridurale parce que là il faut que vous puissiez vous reposer, le cœur du bébé sinon il va pas supporter. Donc on a passé la nuit à l'hôpital et le lendemain pour m'accoucher, alors même que le neurochirurgien avait dit que j'avais au moins 30 minutes de poussée devant moi sans problème. Au bout de 5 minutes, là il y avait genre 6 personnes dans la pièce, vraiment il y avait beaucoup de monde. Dont le neurochirurgien? Non, la gynécologue de garde, elle était là et en gros, elle dit, on va utiliser les ventouses pour vous aider, quoi. Et je suis là, j'ai pas besoin d'aide, ça se passe bien. Tout le monde me disait que ça se passait bien et tout. Oui, mais voilà, on va prendre les ventouses. Et en fait, j'ai accouché en 5 minutes. Ouais. Alors, j'étais fraîche, hein. Je veux dire, sur la photo, je suis pimpante. Jean-Charles a une plus sale tête que moi après la nuit qui s'est passée sur sa petite chaise. Mais voilà, et on m'a tiré Hortense du ventre et on m'a pas laissé pousser. Et donc, c'est pour ça que je dis que j'ai pas eu l'accouchement que je rêvais, parce que j'ai eu le sentiment un peu d'avoir été privée de mon accouchement, puisqu'on m'a mis sous péridurale direct et donc j'ai même pas pu trop ressentir
les douleurs ou d'essayer de calmer un petit peu tout ça. Et ça a été un peu frustrant. Mais en même temps, j'étais pas traumatisée de mon accouchement et j'ai dit à Jean-Charles, je serais OK pour en faire un deuxième. Donc, t'as de la chance. Est-ce que tu penses aussi que l'équipe a pas voulu prendre de risques et a voulu que l'accouchement dure le moins longtemps possible? C'est certain. Tout le monde était très stressé, je pense, in fine. Et il fallait juste me sortir Hortense, qui allait très bien au demeurant. Oui. Elle est en grande forme. Contrairement à Jean-Charles, donc, qui avait passé une nuit blanche. Enfin, toi aussi. Non, moi j'avais bien dormi. Ah non, t'avais dormi? Bah ouais, moi j'étais sous péridurale. Sous péridurale, dans mes gros draps. Et lui, il était sur son petit siège trop mal installé avec son torticolis. Et donc, Hortense est arrivée. Hortense est arrivée. Ce jour de... 12 octobre 2019. 2019. Et c'est là que vous êtes devenus parents pour la première fois. Ouais. C'était comment d'accueillir cet enfant? C'était assez particulier, il y avait beaucoup d'émotions et en même temps, j'ai pas eu ce bliss et j'ai pas eu cet amour fou qui m'a transcendée. Je regardais Jean-Charles et j'aime plus Jean-Charles que ce bébé. Ouais, et j'étais un peu perturbée et en même temps, je la trouvais magnifique et je me disais, ouais, ok, enfin, faut apprendre à se connaître, quoi, en fait. Ouais. Et moi, je l'ai allaitée pendant 9 mois et donc, du coup, au final, j'ai réussi à la mettre au sein direct. On m'a montré des techniques et puis c'était parti, quoi. Ouais. Et alors justement, par rapport à tes craintes de tenir ton bébé, de la porter, c'était comment? En fait, je me suis rendu compte que je pouvais pas anticiper ça. Tu peux le savoir qu'une fois que tu le fais. Et oui. Et donc, jamais pour le coup, je me suis fait peur en me disant que j'allais la lâcher. Ça n'est pas arrivé. Par contre, je me suis rendu compte qu'il y avait certains trucs qui étaient quand même plus galères pour moi. Typiquement, mettre une couche, quoi. Genre, au début, les premiers temps de mettre les couches à une main, c'était pas hyper... Ah ouais, faut choper le coup de main. Ouais, c'était un peu galère. On va pas se mentir. Mais maintenant, j'ai la technique. Et donc maintenant, hop, je te mets des couches sans fuite. Mais je pense que ça, c'est comme tous les parents. En fait, t'expérimentes, tu vois ce qui marche, tu vois ce qui marche pas. Ce qu'on s'était mis d'accord, c'est que pour le bain, typiquement, je donnais pas le bain quand j'étais toute seule dans l'appartement. Ouais. Et même au début, c'était que Jean-Charles qui donnait le bain parce que moi, j'étais vraiment pas à l'aise, j'avais peur de la noyer, de pas réussir à la ressortir si... Oui. Bah oui, un mini bébé dans un bain, ça glisse entre les mains. C'est ça. Et en fait, tout ce qui était transfert était un peu compliqué. Tu sais, la poser sur le lit, la reprendre. C'était plutôt ça qui était galère. Donc, Jean-Charles, il la prenait, il me la mettait sur moi. Et j'avais toujours une écharpe de portage où je la mettais dedans en mode kangourou. Ouais. Et en plus, c'était un bébé qui était très, 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 très demandeur de bras. Ah oui. Un bébé à bras de ouf. Ok. Et moi, je me suis rendu compte, en fait, qu'une des grosses contraintes liées à mon handicap, c'est la fatigue. Mon cerveau, il a besoin de dormir. Et alors, la compatibilité avec l'allaitement toutes les 3 heures et un bébé qui a des besoins plus, c'était vraiment hardcore. C'est la première fois où j'ai été dans un état de fatigue aussi avancé. Et je pense que pour les parents classiques, c'est déjà fatigant, mais pour moi et mon cerveau, en fait, c'était vraiment horrible. Et moi, dès que je suis fatiguée, je pleure. Donc, du coup, je passais quand même beaucoup de temps à pleurnicher. Juste, et Jean-Charles me disait, mais va te coucher, quoi. Enfin, genre, ouais. Et voilà, j'avais que ça à faire. C'est intéressant ce que tu dis par rapport à ton cerveau qui a besoin de plus de sommeil que d'autres. C'est vrai que c'est incompatible avec les nuits hachées inhérentes à un postpartum. En fait, le handicap invisible de l'AVC, c'est que ton cerveau, il a quand même pris cher et que en fait, le seul moyen de le remettre en bon état, c'est de dormir. T'as pas 36 000 solutions. Donc tu t'es mise, après l'AVC, à dormir beaucoup plus ? Ouais, je dormais beaucoup plus. Je me couchais plus tôt, je dormais beaucoup plus. Okay. Et je vois bien, quand j'ai pas mes heures de sommeil, le lendemain, tu peux être sûr que je passe une journée de merde parce que j'ai pas assez dormi. Et ce que, quand t'es mère, c'est un peu compliqué c'est ça. de pouvoir concilier les deux. Donc on avait trouvé les méthodes, je gérais la nuit, Jean-Charles gérait tous les matins. Et comme ça, après moi je dormais le matin. On a trouvé des organisations, mais globalement, mon état de fatigue depuis 5 ans est quand même beaucoup plus compliqué et j'ai l'impression d'être tout le temps fatiguée. Et ça va pas aller en s'arrangeant, mais voilà. Je sais que ça passe aussi, parce qu'ils ont fait leur nid quand même assez rapidement après. D'accord. Et Jean-Charles a pu rester avec toi pendant le postpartum. Il a pu prendre du temps en congé comme pat. il a pas eu de congé pat. Par contre, il travaillait depuis la maison tous les matins. Okay. Et ça, il l'a fait pendant 3-4 mois. Donc en fait, il l'a fait quand même sur le temps long. Ouais. Ce qui m'a permis de pouvoir récupérer de mes nuits et de pas aussi passer toutes mes journées toute seule. Parce que j'ai quand même souffert de grosses solitudes avec l'arrivée d'Hortense. Parce que j'étais la première de mes copines à avoir un enfant. Tout le monde était au boulot. Heureusement que ma sœur venait, elle prenait ses vendredis après, elle venait passer avec moi parce que
C'était moi qui ai un fort besoin de contact social. On avait une vie parisienne très active, on sortait tout le temps. Et en fait, me retrouver H24 avec un bébé pendu à mon sein parce qu'en fait, elle... Et après coup, je me pense que c'est lié à sa maladie, mais elle n'arrivait pas à téter correctement, elle s'endormait tout le temps et ça durait. Et c'était juste insupportable. Ouais, donc un postpartum Ouais. difficile. Un peu chaotique. Tu dirais que tu as fait une dépression du postpartum? Je pense ou pas que j'ai fait t'es une pas dépression. arrivé jusque-là? Non, je pense pas que j'ai fait une dépression, je pense juste que j'étais pas du tout préparée, en fait. Ouais. Que j'avais pas identifié ce dont j'allais avoir besoin. Étant la première aussi, personne n'avait trop pu me donner des conseils. Mes parents, mes beaux-parents, tout le monde venait un peu les week-ends, mais il y avait quand même ce truc d'être seule la journée. Ouais. Et je pouvais pas prendre le métro parce que je pouvais pas mettre la poussette, je pouvais pas porter mon bébé, Et ou oui. même je n'osais pas marcher avec elle en porte-bébé de peur de tomber. Ah oui, je donc prenais tu ne que- sortais pas? Je prenais, Si, avec la poussette. je sortais avec la poussette dans mon quartier. J'allais, Oui. j'étais à côté du bois de Vincennes, donc je faisais des balades. Mais par contre, pour rejoindre mes copines, boire des coups, faire des trucs, je pouvais pas y T'étais aller. bloquée. J'étais bloquée. J'avais que le tram ou le bus. Mais en fait, mes amies, elles habitaient pas de mon côté. Donc, c'est Eh là ouais. où j'ai pris conscience qu'il allait falloir que je me recrée un autre cercle d'amis mères si je voulais pouvoir passer un peu ce cap-là. Et d'ailleurs, tout a changé quand j'ai rencontré des mamans dans mon quartier où on allait faire des promenades ensemble. Et là, j'ai nourri mon besoin de sociabilisation. Ouais, ça t'a fait du bien. Et où Bah ça m'a ouais, fait du bien. bien sûr. Est-ce que vous avez fait des aménagements dans la chambre d'Hortense ou dans l'appart pour te sécuriser un peu ou pas? Non. Elle avait un berceau, un lit classique, une table allongée classique. Elle avait un lit de cododo avec nous pendant Ouais. les 4 premiers mois. Après, on l'a mis en lit au sol. C'était plus facile pour moi, pour m'allonger à côté d'elle, Ah oui. l'allaiter. Ça, c'était quand même plus pratique. Et après, on avait, rien de spécifique. Rien de spécifique. Non. Et tu t'es jamais fait peur? Avec elle, non. Non. Donc t'es arrivée, tu la prenais, tu la... J'ai trouvé des techniques, je la chopais derrière la tête, je la coincais contre mon épaule, Ouais. je la mettais en porte-bébé quand il y avait besoin, si vraiment je voulais faire d'autres choses dans l'appart. Ça a mis du temps, tu vois, d'être à l'aise vraiment, de se dire, mais comme c'est ton enfant, il y a un truc, animal. Bah ouais. Et j'ai la chance, j'ai toujours eu des bébés hypertoniques. Moi, je connais pas les bébés qui lâchent la tête sur le côté. Ah, ouais. Ça n'existe pas chez moi. D'accord. Et mes parents hallucinaient de voir à quel point ils avaient le dos droit, la tête droite. Pour les habiller, ils étaient vachement aidants. Coopérant. Ouais. Et je pense que le fait d'expliquer ma situation, de leur parler Ouais. et de leur expliquer que fallait falloir m'aider et fallait qu'on soit une équipe parce que moi, je peux pas les contraindre, mes enfants. Il y a une partie de moi qui dit que l'autorité, elle doit venir de la coopération parce que je peux pas être là maintenant. Si je veux emmener quelqu'un dans sa chambre, je peux pas en fait. Donc, Ouais. faut qu'on s'écoute et qu'on se parle. Ouais. Et ce qui est, La notion d'équipe, elle est elle très est forte. primordiale. Ouais. Primordiale, ouais. Ah bah, sinon, je suis bloquée. Ce qui me vaut des fois d'être bloquée et d'attendre. Hein. Oui. Parce que mettre quelqu'un dans son siège auto de force, typiquement, pour moi, c'est pas possible. Ouais. Donc, j'attends que ma fille veuille bien aller s'installer sur son siège, lui expliquer et négocier. Alors, c'est bien et c'est pas bien, mais bon, on fait Ça comme on passe peut. par d'autres moyens, Exactement. dont la communication. Exactement. Tes enfants, tout bébés, ont capté ça, effectivement, et donc t'ont aidé. Ils m'ont aidé. Ils t'ont Ouais. aidé. Donc, tu allaites Hortense pendant 9 mois, Ouais. ce qui nous emmène à début 2020, c'est Ouais. ça, si je ne me trompe pas, et ce merveilleux confinement. À quel moment vous décelez qu'Hortense a un souci? Pendant le premier confinement, moi, je commence à trouver ça bizarre parce que je trouve qu'elle a le ventre qui gonfle un peu. Mais en même temps, Hortense, elle est hyper tonique, elle fait plein de trucs, elle rigole, elle mange bien, elle dort beaucoup. Elle dort beaucoup. Elle dort beaucoup. Ouais. Et après coup, je pense que c'était un signe qu'on n'avait pas su déceler. Moi, j'étais juste là en mode, ouais, trop cool, j'ai un gosse qui dort, c'est Ouais, cool. ouais. Et donc, on est là avec notre bébé qui va bien, mais qui a ce ventre quand même qui commence à gonfler. Et qui est dur ou pas? Non. À ce moment-là, ça allait encore. Mais à la fin du confinement, elle a le ventre vraiment gonflé, dur, avec le nombril qui ressort. Mais tu la sens pas douloureuse? Non, je le sens normal. Enfin, vraiment, Ok. elle sourit, elle mange beaucoup, elle dort bien. Enfin voilà, petit bébé qui 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 bien, a grandit. priori. mais qui ne bouge pas. C'est-à-dire que je la pose dans un coin, et je la retrouve 1 heure après, elle est dans le même coin. En fait, c'est un enfant qui ne bouge pas, quoi. D'accord. Alors qu'à 9 mois, on commence à Ouais.
à rouler sur soi, Voilà, à se c'est ça. retourner, Ouais. à tenir assis quand on est C'est ça. maintenu. Ouais. Et ça, Elle le fait pas. Si je la mets assise, elle tient assise, mais par contre, elle va pas essayer de se mettre à quatre pattes. Ouais, rien de tout ça. non. Elle rampe pas, elle se Non. retourne pas. Elle reste là. Mais isolement du confinement, donc vous n'avez pas vraiment d'éléments de comparaison. Bah non. Et elle retourne à la crèche après le premier confinement. On en parle, il me dit ouais, non, mais peut-être constipée. Alors nous, on trouve ça quand même bizarre. Et j'ai rendez-vous des 9 mois avec le pédiatre qui arrive. Parce que quand même, pendant le confinement, Oui. pouvait même plus, le pédiatre il avait fermé, on pouvait même plus prendre rendez-vous. Ma belle-mère qui vient nous voir aussi après le confinement, qui dit ouais, c'est quand même bizarre là, c'est pas normal pour un bébé, d'avoir ce ventre-là. Et donc on va voir le pédiatre qui nous dit instantanément, il touche à peine son ventre, elle dit elle a un problème au foie, il faut aller, vous allez à l'hôpital Trousseau immédiatement, vous repassez pas par chez vous, vous allez aux urgences. Ah Il y a un problème Au foie. au foie. On file à l'hôpital Trousseau et là commencent 3 semaines vraiment horribles parce que on est en errance médicale, on sait pas ce qui se passe. Et là, il la prélève d'une dizaine de tubes tous les jours. Donc là, elle est hospitalisée. Ouais, hospitalisée. Pour trouver ce qu'elle a. Et on commence par les hépatites, les petits virus du foie, on commence un peu les premières prises de sang, c'est ça en fait, c'est un truc assez bénin. Ouais. Puis après, on parle de tumeurs, de cancer, de leucémie. Et pendant 3 semaines, en fait, tout revient négatif. Et c'est-à-dire que tous les examens sont ouverts. Elle va bien sur le papier en fait. Sauf que tout le monde est d'accord pour dire qu'il y a un gros foie. Et donc là, vraiment, on commence un peu à paniquer parce que déjà, c'est les montagnes russes. Un jour, on te dit que là, on est en train de faire des tests sur la leucémie. Après, on te dit qu'elle a une tumeur. Après, on te dit que bah, voilà, son foie, c'est compliqué. Enfin, moi, j'essaie de continuer de bosser parce que j'ai repris le boulot. Mais en fait, je me mets vite en arrêt de travail parce que c'est impossible de pouvoir continuer de travailler. Donc, comment se passe votre quotidien là pendant ces 3 semaines? Vous On est à êtes l'hôpital. toute la journée à l'hôpital Ouais. avec votre fille et la nuit aussi, vous pouvez rester? On se relaie. On a de la chance, en fait, on habite juste à côté de l'hôpital Trousseau. Donc, du coup, on rentre chacun l'un après l'autre à la maison pour dormir, mais on est H24 tous les 3, tout le temps ensemble à l'hôpital. Et il fait une chaleur caniculaire parce qu'on est en juillet 2020 et il y a une canicule de l'enfer et il fait une chaleur à mourir dans cette chambre avec juste un ventilateur. On partage la chambre avec un autre bébé qui a été grand brûlé, qui est très douloureux et c'est très compliqué. Et en fait, on nous explique qu'on essaye de faire tous ces examens médicaux pour éviter d'aller jusqu'à la biopsie. Donc la biopsie, c'est on va prélever un morceau de foie pour voir ce qui se passe. Mais oui. Quoi. Et pourquoi éviter la biopsie? Parce que c'est invasif? Parce que c'est invasif. Oui. Mais bon, là, nous, on a arrêté de compter à la 100e prise de sang de fait en 3 semaines. C'était à un moment donné aussi invasif. Ouais. Surtout pour un petit bébé où il n'avait plus de veines, donc on était obligé de piquer à la tête. Enfin, c'était vraiment... pour nous en tant que parents et pour elle qui était un rayon de soleil, elle s'est éteinte. Les photos d'avant, elle est toujours en train de se marrer. Toutes les photos de cette période-là, elle nous regarde avec son œil triste et sa bouche fermée là. Et je pense que ça a été ça le plus dur, c'est elle nous regardait en disant mais qu'est-ce que vous êtes en train de me faire, genre pourquoi je suis en train de vivre ça quoi. Et ça c'était moralement assez compliqué. Au final, au bout de 3 semaines, on nous dit bah non mais là bon, on a exploré toutes les pistes. Vous allez au Kremlin-Bicêtre, c'est le centre de référence du foie. Et vous allez faire une biopsie. Et quelque part, moi, je suis là, bah, enfin. Oui. Ça me va de faire une biopsie. C'est pas pire que ce qu'on vient de traverser, je pense. Ok. C'est comment pour toi de te retrouver à nouveau dans cet univers hospitalier d'incertitude, de médecins, d'examens, de machin, avec cette fois-ci ton bébé comme sujet principal? En fait, moi, j'étais persuadée qu'il m'arriverait plus rien dans ma vie. Je me suis dit, j'ai vécu l'épreuve de ma vie, c'est bon. Tu vois, il y a vraiment un truc dans mon esprit où je m'étais dit, bah voilà, c'est bon, j'ai vécu ce que j'avais à vivre, maintenant je kiffe, quoi. Et du coup, quand on est pris dans ce tourbillon-là, déjà, on n'a pas trop le temps de réaliser ce qui est en train de se passer parce que ça va tellement vite. On n'est plus maître de rien parce que t'es obligé de rester à l'hôpital. Tu peux plus dire, bah en fait, je rentre chez moi. Enfin, t'es embarqué dans le tourbillon et tout le monde est quand même assez alarmiste sur sa situation. Et donc, je sens pointer quand même une grosse pointe de colère en moi, de me dire mais c'est pas juste quoi. Genre vraiment gros sentiment d'injustice de pourquoi est-ce que ça nous tombe dessus alors que il y avait pas de raison. Ouais, et puis j'ai eu mon quota. Voilà, exactement, ouais. C'est ça. Dans cet état d'esprit-là, je suis vraiment en panique dans le sens où je sais pas ce qu'on va nous annoncer. J'ai l'impression que ça va être un truc horrible parce que on va que de pire en pire. Donc je me dis c'est quoi le pire du pire parce que
on a éliminé déjà plein de trucs pires, donc qu'est-ce qui reste, quoi, en fait Et puis moi, le foie, je sais même plus trop à quoi ça sert. Enfin, je revois mes bases de SVT, mais en fait, tu peux pas vivre sans foie. C'est con, mais j'en avais plus trop conscience, en fait. Ouais. Je suis encore en plein postpartum, donc déjà, c'est galère. Mais en plus, je venais de fêter mes 30 ans, et j'avais dit à Jean-Charles, c'est indécent. Je pense qu'on peut pas être plus heureux que moi en ce moment. Genre, tellement, on avait trouvé notre rythme, Hortense allait à la crèche, on avait retrouvé le boulot. J'étais aimée, tout le monde allait bien. Et vraiment, 2 semaines après, non, tout s'effondre, quoi. Ça, c'était assez violent à vivre. J'imagine. Donc vous voilà transféré au Kremlin. Et alors là, qu'est-ce qu'on vous dit là-bas ? Au Kremlin, on fait la biopsie. Donc première opération pour Hortense, parce que c'est sous anesthésie générale. Ouais. Il faut pas bouger après. Alors un petit bébé de 9 mois, donc elle était accrochée un peu à son lit, bandée de partout pour pas qu'elle bouge. Donc c'est des visions assez traumatiques de voir son enfant dans cet état-là et c'était assez chaud quand même. Et en fait on nous dit partez en vacances parce que là on n'aura pas les résultats avant 2 semaines, donc revenez mi-août. Elle est dans quel état ? Elle est sidérée. Hortense, elle a plus de connexion avec les autres. En fait elle est renfermée dans sa bulle. On était avec des potes, on avait pris une maison à l'île de Léron et il y avait une partie de moi qui était hyper jalouse de voir tous ces enfants pleins de vie. Parce que vos potes avaient des enfants ? Ouais, 3 enfants. Et on était trop contents d'être là-bas, de sortir un peu de tout ça, de pouvoir souffler, d'offrir à Hortense aussi la mer, la plage, des glaces, tout ça. Et en même temps, il y a une partie de moi qui me disait, mais putain, c'est pas juste, quoi. Enfin... Et c'était douloureux de voir d'autres enfants aussi pleins de vie et la mienne aussi éteinte. Parce qu'il y avait vraiment un gros contraste. Et puis là, elle commence à avoir le teint gris. Il commence à avoir des conséquences. Il y avait plein de médicaments à lui donner dès maintenant, dès qu'on a commencé. Donc c'était pas des bonnes vacances, on va pas dire. Mais ça nous a permis de changer d'air un peu et de reprendre un peu du souffle. Ouais. Avant d'y retourner, quoi. Avant d'y retourner. Et là, donc on revient mi-août et on nous explique qu'ils comprennent pas que la maladie qu'ils soupçonnaient, en fait, elle revient négative, mais que c'est pas normal et que dans tous les cas, le foie est mort et qu'il faut le changer. Et que Hortense ne passera pas l'année 2020 si elle n'est pas greffée. Et qu'on ne fêtera pas Noël ensemble, en fait. D'accord. Et donc, mais il n'y a pas de diagnostic de maladie. Non. Parce qu'on s'est rendu compte après coup qu'il y avait eu des erreurs au labo qui avaient été faites, où on ne sait pas ce qui s'est passé, mais la maladie qu'elle a n'est pas ressortie. Alors que quand tu vois l'aspect du foie, pour les médecins, c'était ça. C'était évident. Voilà. Mais les analyses ne racontaient pas la même chose. Exactement. Mais la chance qu'on a eue, c'est qu'on s'est dit, fuck les analyses. Dans tous les cas, son foie, là, il est en train d'arrêter de fonctionner. Donc, la seule solution, c'est la greffe. Donc, on se lance dans le gros process de greffe, quoi. Donc, on est au mois d'août. On est au mois d'août. Et vous avez donc 6 mois pour trouver un donneur ? À peine, ouais. 4 mois. Comment ça se passe, les recherches de donneurs comme ça pour les tout petits bébés ? Qu'on soit tout petit ou pas tout petit, c'est la même chose. D'accord. Il faut savoir que, de facto, en France, on est tous donneurs. Par défaut. Tu décèdes, on pourrait prélever tes organes. Sauf si tu dis « je ne veux pas être donneur ». Sauf si on peut s'inscrire sur une liste de refus. Et donc, à chaque fois qu'il y a un décès, les personnels soignants vont dans une base de données pour voir si le nom de la personne est sur cette liste de refus, ce qui est son droit. Mais du coup, de facto, on est tous donneurs, mais on demande quand même l'avis de la famille par conscience médicale, professionnelle, enfin, je sais pas pour quelle raison, on redemande encore l'avis de la famille. Et souvent, la famille, en fait, on n'en a pas parlé de cette situation. Et donc, la famille, des fois, elle décide de pas donner de réponse, et donc, pas de consentement, ça veut dire non. Et donc, il y a plein de greffes qui n'ont pas lieu pas parce que la famille a refusé, mais c'est juste que comme elle ne sait pas la position de la personne qui est décédée, et puis c'est pas au moment du décès qu'il faut se poser cette question-là, c'est vraiment bien en amont parce que on est déjà dans le choc, sous le choc et tout. C'est complexe pour une famille de prendre la décision de donner les organes de son défunt. Et donc, en France, on privilégie quand même le don cadavérique par rapport au don vivant. Il y a 2 types de dons, en fait. D'accord. Soit tu donnes de ton vivant, soit tu donnes quand il est décédé. Ouais. Et en France, je ne sais pas pour quelle raison, on est plutôt partant pour le don cadavérique. Okay. La situation qui s'est posée pour nous, c'est qu'on était en plein Covid, en plein confinement, parce qu'en novembre 2020, il y a eu un autre confinement. Oui. Et donc, il y a eu 25% de greffes en moins sur 2020, parce que il y avait déjà plus de place dans les hôpitaux, il y avait plus d'accidentés de la route, donc beaucoup moins de donneurs. Tout prenait beaucoup, beaucoup plus de temps. Et on a été mis sur la liste super urgente
parce qu'il y a différents niveaux en fait. Il y a des gens qui peuvent avoir besoin d'une greffe, mais ils peuvent attendre 2-3 ans. Oui. Ils sont sur la liste et puis ils Oui, attendent que oui. ce soit leur tour. Et sinon, il y a aussi ce qu'on appelle la liste de super urgente, où là, généralement, dans les 48-72 heures, tu peux avoir un organe. C'est vraiment pour les situations vitales. Dont vous faisiez partie. Vous rentriez dans cette catégorie. Hortense a été mise sur cette liste, mais il faut savoir que de manière complètement hyper rare, là, il y avait beaucoup de gens sur cette liste. Alors que normalement, cette liste, elle tourne quand même assez rapidement. Ah oui. Mais là, au vu de la situation sanitaire de la France, il y avait beaucoup de gens devant nous. Est-ce que l'âge des patients joue sur cette liste ? Non. Alors, pas sur la liste, c'est vraiment la situation clinique. Après, plus t'es jeune, plus t'es en bonne santé, plus t'es en forme avant, plus t'as de la chance que la transplantation, elle réussisse. Et donc, je pense qu'ils font des arbitrages aussi un peu de situation, mais ça, j'ai pas tous les détails par rapport à ça. Ce qui a été certain, c'est que nous, on a pu faire tous les tests pour être placés sur cette liste, mais qu'en parallèle, on nous a dit, même si c'est pas ce qu'on fait d'habitude, on va tester quand même les parents de votre compatibilité. Parce que pour qu'on comprenne, son foie à elle de petit bébé de 9 mois ne fonctionnait plus. Il fallait lui greffer un foie d'enfant ou un bout de foie d'adulte. Enfin, comment ça se passe ? Parce que c'est quand même un organe particulier. Qu'est-ce qui est compatible ? Alors en fait, on a un lobe droit, un lobe gauche dans le foie. Ouais. Et le foie, c'est un organe où il y a plein de blocs différents. Et je crois qu'il y en a 8. Et en gros, tu peux vivre avec un seul bloc. Donc c'est-à-dire qu'on peut te prélever des morceaux de foie. D'accord. Pour notre situation, soit on trouvait le foie d'un enfant, mais c'était pas la volonté première. En fait, il fallait juste un morceau de foie. Donc d'accord. Peu importe entre guillemets d'où il venait, d'un enfant ou d'un adulte. En l'occurrence, un adulte, on prenait le lobe gauche et on le retaillait un petit peu et on le mettait à la place. C'est fou quand même ça. Ouais. Oui, t'as pas besoin de l'organe entier. Non. Oui. Et généralement, quand quelqu'un est décédé, le lobe droit va à un adulte et le lobe gauche va à un enfant. D'accord. Ah, c'est génial. Ça peut servir à deux personnes. Ouais. Et donc, dans un souci d'efficacité, les parents sont aussi testés parce que les parents sont des donneurs potentiels. Ouais. Et vu qu'il y a besoin que d'un bout, on peut vivre avec une moitié de foie. Ou avec alors que le lobe droit, quoi. En fait. Et ça se reconstruit ou non Ça reprend son volume. C'est-à-dire que ton lobe gauche, il va jamais repousser, mais par contre, ton lobe droit, il va reprendre le volume de ton foie global. D'accord. Et donc, cette option-là était envisageable parce que la greffe cadavérique était privilégiée, mais pas indispensable. Voilà, ça pouvait être aussi quelqu'un de vivant. Oui, exactement. Ok. Dis donc, sacré enjeu, là, pour vous. Et en fait, moi, on me met un no-go parce que je suis en situation de handicap, parce que j'ai eu plusieurs opérations du cerveau, parce que j'ai fait une hémorragie interne. Donc, du coup, moi, je suis rayée de la liste avant même de pouvoir commencer à faire une prise de sang. Et donc, tout repose sur Jean-Charles. Ok. Et donc, il suffit d'une prise de sang pour savoir s'il est compatible ? Pour la compatibilité, il a fait les prises de sang. Après, il a fallu faire aussi des échographies pour voir comment les veines étaient positionnées. Enfin, il y a tout un truc un peu technique. Mais on nous annonce début octobre que Jean-Charles est compatible. Oh. Et là, c'est un soulagement. Mon Dieu. C'est un grand soulagement, surtout que Jean-Charles, je vois dans ses yeux qu'il y va. On n'a même pas eu besoin de poser la question de est-ce qu'il accepte. Quand le médecin nous a dit « vous êtes compatible », on avait nos masques, on voyait que les yeux des uns et des autres, on est tous en pleurs. Et je vois dans son regard qu'il va y aller. Et je me rends compte à quel point ce père est incroyable parce que... il est prêt à tout sacrifier pour sa fille. Il s'est jamais fait opérer de sa vie. C'est sa première opération. Ah ouais. Ouais. Et il y va. Bah oui. Évidemment. Enfin, je me rends pas compte, mais j'imagine que n'importe quel parent... Non, parce que notre voisin de chambre, il refusait de passer les tests de compatibilité parce qu'il avait trop peur du résultat et il préférait attendre que son fils ait un foie de quelqu'un d'autre. Donc non, tout le monde ne fait pas le... Ah ouais ? Non. Il préférait ne pas savoir, quoi, en gros. Il nous a expliqué qu'il avait tellement peur de l'opération que il préférait que son fils soit sur la liste d'attente et avoir le foie de quelqu'un d'autre plutôt que de lui passer sur le billard. Ça m'a rendue d'autant plus fière et amoureuse de mon mari parce que lui, il y est allé et il s'est pas posé de questions. Et voilà, il a sauvé sa fille et c'est ce qu'il fallait qu'il fasse en tant que père et il a assuré comme un ouf, quoi. Qu'est-ce que le donneur risque avec cette opération ? On allait donc lui retirer le lobe gauche du foie. Okay. Le risque, c'est t'es sur une opération où te coupe un bout d'organe. Donc, les opérations sont pas risque zéro. Tu peux décéder sur le billard. Après, dans les conséquences du don d'organe, quand ça se passe bien,
tout va bien. À l'hôpital Beaujon, parce qu'ils ne sont pas dans les mêmes hôpitaux, donc il faut savoir que les prélèvements sont faits dans le nord de Paris, et nous on était dans le sud de Paris, donc moi j'avais les deux dans 2 hôpitaux différents. D'accord. Et ils n'ont jamais perdu personne. Donc c'était assez rassurant. Oui, alors ça c'est rassurant. Donc c'était très rassurant. Les statistiques étaient bonnes. Elles étaient en notre faveur. Ok. Donc l'opération est prévue rapidement après Alors il y a pas mal de démarches administratives. Jean-Charles il doit passer des tests psychologiques pour vérifier qu'il n'y a pas de pression. Il doit aussi aller signer au tribunal le consentement de prélèvement d'organes. C'est vraiment bien encadré. Il y a quelques délais quand même d'attente. Entre-temps, on nous annonce la maladie d'Hortense. Ah. Et donc ça, c'est quand même un gros soulagement parce que nous, on avait cette envie aussi d'avoir plusieurs enfants. Et tant qu'on savait pas d'où ça venait, c'était quand même plus compliqué. Et donc on découvre que Hortense a une maladie génétique qui s'appelle la glycogénose de type 4, qui est une maladie rarissime. Il y a 30 personnes dans le monde chaque année de détecter, qui consiste en fait à avoir un problème d'assimilation. Alors je le dis avec mes mots, excusez-moi s'il y a des médecins qui écoutent, d'assimilation de la graisse en fait qui se stocke dans le foie au lieu de s'évacuer. Son foie se remplit de graisse. Et donc c'est ça qui grossit. Il grossissait en fait. Et en fait son foie Hortense fait 1,5 kg, alors que ça c'est la taille d'un foie adulte. Donc c'est pour ça qu'elle bougeait pas, c'est comme si elle avait une énorme pierre dans l'estomac en fait, qui la maintenait au sol. D'accord. Et on nous explique que avec Jean-Charles, c'est comme si on avait été frères et sœurs. On a une anomalie sur notre chaîne génétique qui est la même, qui a muté au même endroit. Et manque de peau, on l'a donné à Hortense nos 2 gènes malades de la même maladie. Et donc c'est pour ça qu'elle a eu cette maladie. Et donc ça veut dire qu'on a 1 chance sur 4 à chaque grossesse d'avoir un enfant qui est porteur de cette maladie. Sauf que cette maladie donne une espérance de vie de 2 ans maximum aux enfants. Ok. Et elle est détectable in utero ? Et donc c'est là où c'est assez compliqué pour nous parce qu'on se dit waouh, attends, au moins on a une réponse, mais on a des solutions parce qu'effectivement on peut faire des tests, une biopsie du trophoplasme à la 14e semaine aménorrhée en cas de grossesse pour pouvoir détecter si on a donné au fœtus les bons gènes, les mauvais gènes. D'accord. Donc ça nous vous donne dit quand même une très solution. vite. On nous le dit au courant octobre. On a un peu tous su ça au même moment, que la greffe allait avoir lieu, qu'en même temps on avait un nom sur cette maladie, ce qui nous enlevait aussi un peu un gros stress parce que bien sûr. En plus de la maladie d'Hortense, il fallait faire le deuil de potentiellement avoir d'autres enfants là de se dire que c'était possible, on respire un peu plus quoi. Bien sûr. Et puis on se met en ordre de marche pour cette greffe. On rentre en octobre 2020 pour ne plus jamais en ressortir de l'année à l'hôpital. Et l'homme de défi que tu avais épousé allait donc passer sur le billard dans le nord de Paris. Et le foie allait être amené en urgence. On les voit passer sur le périph' avec toutes les sirènes allumées, transport d'organes. Pour arriver dans le ventre de sa fille. Tout ça se fait dans la même journée ? Dans la même journée. En gros, Hortense s'est fait greffer le 5 novembre 2020. Jean-Charles est rentré au bloc à 8h, Hortense à 10h. Et Jean-Charles est ressorti à 6 heures après. Et Hortense à 23h le soir. Oh, mon Dieu, quelle journée tu as dû passer. Ouais, et en fait, je pensais que j'allais vivre la pire journée de ma vie. Et en fait, je pense que j'avais vécu le pire avant. Et cette journée, elle a été incroyable parce que déjà on nous explique que la greffe à tout moment elle peut ne pas avoir lieu parce que si elle a fièvre, si elle est enrhumée, si elle machin, si elle a truc, et Hortense elle nous faisait toujours de la fièvre inexpliquée, genre quand on devait sortir, quand on avait une permission ou un truc, boum, elle se tapait un 38, 39 et on était obligé de rester. Et donc vraiment j'avais ce stress de me dire est-ce qu'on va réussir à aller jusqu'au bloc quoi. Et donc le moment où je l'ai passée à l'infirmière et qu'elle est partie, je me suis dit il y a eu forcément, j'ai bien pleuré, j'étais épuisée, j'avais pas dormi de la nuit et j'étais rincée, mais vraiment, j'étais aussi en mode soulagée que oui, c'est bon, ça va avoir lieu. Et il y avait une partie de moi qui me disait, on aura fait le plus gros quand on aura fait la greffe. Bon, ça, c'était un peu illusoire de ma part, mais en tout cas, on avait franchi une étape. Et donc, elle s'est fait greffer cette journée-là. Et moi, mes parents m'ont dit, il est hors de question que tu restes à l'hôpital toute seule à te morfondre pendant toute la journée. On t'embarque, ils m'ont ramenée à la maison. Et du coup, ils m'avaient organisé toute une journée. On avait fait des cours de sophro, j'ai fait une sieste, on a mangé une raclette. Mes copines m'ont fait livrer des chocolats trop bons. Et vraiment, j'étais portée grâce aussi à tous les messages que j'ai reçus sur Instagram de mes proches. J'étais inondée d'amour, quoi. Je me suis dit, c'est pas possible, cette journée, elle peut pas mal se terminer. Ça va forcément bien se passer.
J'ai réussi à avoir Jean-Charles au téléphone alors qu'il était en salle de réveil à 13h. Il m'appelle en mode ouais, ça va, c'est bon. Bah écoute, j'attends là, on va me ramener dans la chambre. Je là, ouais, mais. Donc très vite, tu as des bonnes nouvelles. Du que bloc au moins lui. 1. Ouais. C'est que lui, il était tout seul dans l'hôpital. Il y avait sa mère il y avait sa mère. Sa mère est allée le voir quand même. Oui, quand même. Mais en tout cas, très vite, t'es rassurée sur l'opération de Jean-Charles, qui s'est bien passée. Qui s'est bien passée. Ok, et donc tu es là pour la réception du foie ou... Alors moi je vois rien. Enfin, tu vois rien. En fait moi je suis chez moi à ce moment-là. Ah ouais, d'accord. J'ai fait le choix de vraiment quitter l'hôpital. Je recevais des textos. Alors je sais pas qui de l'hôpital qui me tenait informé de l'avancée. Génial. Ouais. Oui, t'as donné Hortense au médecin le matin. Ouais. Et après, pour revenir le soir. Le soir. Okay. Je suis revenue le soir et puis c'était un peu à l'époque où on faisait les apéros Zoom, là, tu sais. Et donc du coup, toutes mes copines à 20h, j'étais dans la chambre de la maison des parents. On avait organisé un apéro Zoom pour attendre et puis je me souviens de leur dire attendez, j'ai la chirurgienne qui m'appelle et qui me dit c'est bon, vous pouvez. Enfin, Hortense est sortie du bloc. Et là, gros soulagement, tout le monde est vivant à la fin de cette journée. J'étais trop contente. J'appelle Jean-Charles pour lui donner la bonne nouvelle et là il me dit bon, ok, bah moi je retourne au bloc, je fais une hémorragie interne, donc désolé, mais il y en a pas pour longtemps. Et il raccroche. Et là j'étais là, putain, mais sérieux quoi. Genre, on va pas me laisser tranquille. Donc je file moi en soins intensifs pour espérer voir Hortense avant d'aller me coucher. Au final, je la vois qu'à 2h du matin, parce que le temps qu'il installe, après ils m'ont oublié. Et moi, j'ai pas osé aller demander parce que je me doutais bien qu'il devait avoir plein de trucs à faire. Donc, on attend. De toute façon, quand on est à l'hôpital, on apprend la patience. Hein. Et j'avais pas de nouvelles de Jean-Charles non plus. Et donc là, je me disais, mais c'est pas possible. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il est où? Enfin, no news de personne. Et puis Jean-Charles, je savais pas trop qui appeler là pour. Il était 23h. Il y avait qui avec toi là? Là, j'étais toute seule. Il y avait le droit qu'aux parents. Eh oui, il n'y avait pas le droit d'accompagnement. N'oublions pas que nous étions en plein Covid. C'était un accompagnant. On ne pouvait même pas être Jean-Charles et moi au chevet d'Hortense pendant un moment. C'était que l'un ou l'autre déjà. Oh là là. J'ai pu voir Hortense à 2h du matin. L'opération a duré combien de temps sur Hortense? 12 heures. 12 heures? Ouais, 12 heures. Ah ouais. Et Jean-Charles 6 heures. Et les médecins t'ont dit quoi alors quand tu as pu la voir? Tout s'est bien passé. On te dit ça tout de suite? Ouais, on me dit ça tout de suite. Et en même temps, moi, j'arrive dans la chambre et je vois ma fille gonflée, mais vraiment énormément gonflée, des tubes de partout. Gonflée du visage? De partout. Ah, de partout. Ouais, elle avait vraiment comme un œdème général. Enfin, en même temps, elle était tellement petite. Enfin, faut imaginer, on lui a ouvert tout le ventre en deux. Et je crois que j'étais pas prête à la voir comme ça. Et en même temps, elle dormait, elle avait l'air paisible. Et donc, je suis restée avec elle 1 heure et puis je suis allée me coucher après cette journée de fou. Mon Dieu. Et quand est-ce que tu as eu des nouvelles de Jean-Charles suite à l'hémorragie? T'as quand même été rassurée le soir même avant de te coucher? Avant de me coucher, je savais que tout le monde était rentré dans sa chambre et que tout le monde était bien pris en compte. Ok. Et donc, les jours d'après, comment ça s'est passé pour vous? Donc Jean-Charles, on lui avait dit que quand il arriverait à marcher jusqu'à l'ascenseur, il pourrait aller voir sa fille. Donc c'était vraiment genre donc le lendemain forcément, le lendemain il marchait jusqu'à l'ascenseur. Ouais. Mais le problème c'est que ils l'ont blessé au niveau de la bouche quand ils l'ont intubé et donc on savait pas s'il avait un herpès ou s'il avait une plaie. Et l'herpès c'est complètement contagieux et ça attaque le foie en fait. Donc c'est vraiment le signe de no-go pour aller voir quelqu'un qui vient de se faire transplanter. Donc il a dû attendre 5 jours avant d'aller la voir. Donc ça a été assez long parce qu'il est resté 3 jours à l'hôpital, après il est rentré à la maison. Bon, il était vraiment très douloureux et je pense que ça reste un homme qui vient de subir une césarienne et oui, c'est ça, il avait une cicatrice de césarienne. Oui, et il a toujours une cicatrice de césarienne. Ouais. Donc il a l'habitude de dire que lui aussi il a accouché. Il a accouché d'un foie. D'une certaine manière, ouais. Moi je dis toujours que c'est moi qui lui ai donné la vie, mais c'est Jean-Charles qui l'a fait renaître en fait, donc on lui a tous les deux au final donné la vie. Et donc il est resté à la maison, mais il trépignait d'impatience, il tenait pas en place. C'était hyper douloureux pour lui de savoir qu'il pouvait pas aller voir sa fille. Frustrant. Et donc, au bout de 5 jours, vous avez été réunis. Les 3 réunis. Et là, vraiment, c'est... Hortense commençait à reprendre conscience. On lui retirait en fait un tube par jour, globalement. Ouais. Et Hortense, c'est comme son père, de toute façon. Au bout de 7 jours, elle était en pleine forme. On est parti du soin intensif. Okay. Genre, les gens étaient là, mais qui vient de se faire greffer? C'est elle, là incroyable. Elle a récupéré super vite. En fait, elle était quand même, comme elle mangeait bien avant, on te dit qu'avant une greffe, plus t'es en forme, plus ta récupération sera meilleure. Et c'est vrai qu'au bout de 3 jours, elle était assise. Enfin, c'était vraiment bluffant. Et donc, quand ils se sont retrouvés, elle était ravie de voir son père. Vraiment, c'était
Il y a un lien qui tellement les unit mignon. qui est ouf. Je vois encore l'image où ils se regardent dans les yeux et je me dis, mais punaise, il l'a sauvé, quoi. Et Est-ce que vous lui avez expliqué ça à Hortense tout de suite? Ouais, bah oui. De toute façon, moi, je lui ai raconté tout. Ce qui se passait, même quand elle était endormie, je lui expliquais. Je suis restée 2 jours avec elle où elle était vraiment endormie. Et après, tout de suite, ils lui ont enlevé la sédation et elle a commencé à reprendre du poil de la bête. Et en fait, mi-décembre, on est rentré à la maison. Et elle se mettait sur le ventre. Oui, c'est ça. Et tout elle d'un bougeait coup, et on a trouvé un bébé. Enfin, on s'est retrouvé avec un enfant qui commençait à... qui avait une mobilité beaucoup plus qu'avant, quoi. normale. Ouais. Et on a fêté Noël tous ensemble chez mes beaux-parents, avec mes parents, mon frère, ma sœur, mes beaux-frères. Et c'était vraiment le Noël miraculeux, quoi. Évidemment. Incroyable. Ah ouais. Vraiment, la sensation la joie. De vivre dans un conte de fées. Moi, j'adore l'esprit de Noël. Toutes mes copines certifiées que je suis une dingue de Noël. J'ai eu un EVJF sur le thème de Noël. Donc, pour te dire, j'ai une soirée de Noël en plein mois de mai. Et donc, le fait de vivre ça à Noël, ça avait vraiment un goût de magie qui était assez indécent. Enfin, c'était exceptionnel. Mais voilà, on retourne vivre à la maison. Ça fait 3 mois quasiment qu'on n'a pas mis les pieds avec Hortense à la maison. C'est quand même vous étiez coupé du monde, coupé de votre quotidien. Ouais, c'est quand même un sacré... T'as peur en fait de revenir avec ton bébé elle avait encore une sonde dans le nez. Ouais. Il y avait 14 médicaments à préparer matin et soir. Enfin, je me retrouve avec une casquette d'infirmière, cuisinière. Je gère toute la maison et je me retrouve à demi-heure avec elle parce que pendant 1 an après la greffe, elle peut pas retourner en collectivité. Ouais, c'est ça. Parce que une greffe, par définition, il faut que ça prenne. Quel est le timing? À quel moment on sait que la greffe a pris? Tant qu'il n'y a pas de signe un peu de fièvre, c'est que ça va. Ouais. Of course, nous, on s'est tapé un rejet pour le Nouvel An. On a passé le Nouvel An dans la foulée à l'hôpital parce qu'Hortense faisait un rejet. Donc là, elle a été bourrée de corticoïdes et ça a été maîtrisé. Parce qu'un organe comme ça transplanté doit être assimilé par ton corps. Donc, à partir de quand on se dit, c'est bon, la greffe a pris? Bah écoute, nous, déjà, à partir de 6 mois sans signe de rejet, avec des marqueurs aux prises de sang qui étaient bons, on nous disait c'était bon. On a été assez vite rassurés sur le fait que ça avait bien marché. D'accord. Parce qu'une fois ce rejet maîtrisé, on a recommencé notre vie. Bon, après, toutes les semaines, j'allais à l'hôpital faire les prises de sang. Après, toutes les 2 semaines. Après, tous les mois. Là, maintenant, on arrivait tous les 3 mois de prise de sang et tous les 6 mois de rendez-vous médecin. Tu vois, ça s'espace. C'est vraiment ça s'espace. Et là, j'ai l'impression qu'on n'a plus rien, tu vois. Par rapport à tranquille. Ce dont on arrive. Mais au début, tu as quand même toute ta vie à organiser autour de ça. Et avec le stress de se dire, on peut t'annoncer une mauvaise nouvelle à chaque prise de sang. Parce que c'est quoi le pire qu'on aurait pu vous annoncer? Un vrai rejet. Ouais. Ça veut dire qu'il faut enlever l'organe et elle se retrouve à nouveau sur la liste d'attente super urgente. Ouais, c'est ça. Ok. Et on était avec des enfants qui en étaient à leur 2e, 3e greffe. Donc, c'est pas rare. Après, nous, on a eu une convalescence exceptionnelle. On a un post-greffe exceptionnel. Et franchement, vraiment hallucinant de voir qu'elle reprend vie. En fait, juste l'impression d'avoir jamais connu ma fille avant. Parce que je me rends compte de tout ce qu'elle fait maintenant qu'elle ne faisait pas avant, quoi. Et ça, c'est assez exceptionnel de se dire, elle a vécu pendant quand même 9 mois avec un foie qui la rendait malade et ça expliquait beaucoup de ce qu'elle vivait au quotidien, de ses comportements, quoi. Et donc toi, tu te retrouves tout d'un coup dans cette situation de maman à la fois porteuse de handicap et aidante. Ouais. Parce que ton quotidien est rythmé par les soins dont a besoin ta fille. Et comment tu organises ta vie? Je me mets reprendre le boulot? Non, je peux pas reprendre le boulot. Je suis en arrêt de travail. Ouais. Je me mets dans un mood de ok, mon travail c'est ma maison. Et vraiment, je suis en mode je veux que du fait maison. Je fais mes produits de vaisselle, je fais ma lessive maison. Je veux que quand mon mari y rentre, il ait un petit plat, que tout soit rangé, que ma baraque elle brille, que ma fille elle soit bien, qu'elle ait des activités. Donc je m'épuise à être la mère parfaite. Et vraiment c'est un épuisement et un puits sans fond parce que j'ai pas de limite. Je fais tout moi-même et je m'arrête jamais. Mais en mode presque tradwife? En mode grosse tradwife, ouais. Oui, c'est ça. Ah oui. Parce que là, ce que tu décris, c'est quand même ça. En fait, c'est juste que comme t'es à H24 à demeure, que c'est encore le Covid, il faut pas trop voir des gens parce qu'Hortense, elle est immunodéprimée, donc elle peut choper toutes les bactéries, les maladies.
ta baraque, elle doit être nickel pour éviter de ramener des miasmes, des machins. Et en fait, moi, je suis quelqu'un qui un peu en mode projet, tu vois. Ouais, on a compris. Et donc, franchement, on me dit, maintenant, t'es responsable de ça, de cet espace, et puis tu vas passer ta journée entière. Il faut que cet espace, il soit agréable à vivre. Et j'ai pas envie que mon mari rentre, que ce soit le bordel sans nom, alors que j'ai vécu un enfant de 1 an et demi qui te retourne la baraque tous les jours à chaque fois qu'il joue. Et en même temps, il faut aussi qu'elle soit un peu smart, donc il faut que je l'alimente, il faut que je la stimule, il faut que je lui apprenne les couleurs, que je lui apprenne les animaux, que je lui apprenne de l'anglais. Enfin, vraiment. Ouais. Ah ouais, donc tu t'es mis des objectifs très élevés. Ouais. Et là, je tiens pas le coup. Enfin, en fait, c'est pas possible de faire ça. Tu fais ça pendant combien de temps ? Je sais pas, je pense que j'ai un déclic à un moment donné où je pète un câble, j'en peux plus. Je dis à Jean-Charles que je vais partir. Enfin, Comment il réagit face à cette surenchère d'investissement de la maison ? Parce que quand même, faire soi-même sa lessive, soi-même tous les bons petits plats, il a pas trouvé ça too much ? Il me voit dans un état de fatigue lamentable. Il me dit, mais je t'ai jamais demandé de faire ça. Arrête un peu tes conneries, en fait. Là, tu vas juste péter la famille parce que t'en fais trop. Ça sert à rien. Hortense, elle peut manger des petits pots. Hortense, on peut acheter de la lessive toute faite. Oui, je peux manger des plats surgelés de temps en temps. C'est pas grave. C'est pas grave si l'appart est dans un état pas possible. Et je dis, mais t'es pas prêt. Hein. Il me dit, j'en ai rien à faire. Et il me dit, quand elle dort, tu fais autre chose. Quand elle dort, t'as des moments off. Tu le prends pour toi. Et ça m'a sauvée. Parce qu'en fait, du coup, j'ai commencé à faire des trucs pour moi. Dormir, déjà, dans un premier temps. Déjà. Bah ouais. Écrire, j'ai écrit un manuscrit. Tu vois, j'ai imaginé une boîte. Enfin, tu sais, j'ai fait plein de trucs qui me nourrissaient intellectuellement, ce qui était quand même un gros manque aussi chez moi. J'ai trouvé un rythme et un équilibre qui était beaucoup plus vivable au quotidien et j'ai arrêté de me mettre la pression sur tout. Il y a des trucs que j'ai eu du mal à lâcher, genre la bouffe fait maison, ça reste quand même un peu mon kiff aussi. Ouais, si c'est ton kiff. Mais voilà, il rentrait le soir, effectivement, j'avais pas rangé et c'était un sbeul total et c'était ok. Et c'était pas grave. Et puis je pense que quand t'es jeune parent, au début t'as des standards et puis après tu lâches un peu prise et là tu fais la tête de ma maison maintenant à 4 avec 2 chats. Moi voilà, c'est un peu le bordel aussi tout le temps et mais toi tu vas bien. Exactement, voilà. C'est ça le principal. Jusqu'à un certain stade de bordel ça va et puis après bon, il faut vraiment laver mais et donc on a réussi à trouver un équilibre et j'ai commencé à apprécier à être avec Hortense aussi, juste d'être là, à rien faire et sans pression, sans enjeu. Voilà. Ouais. Et quand on a pu commencer à ressortir quand il a fait beau, qu'on a pu retrouver les gens au parc et donc c'était pas dans les appartements où tu risques de te passer les microbes, enfin ça a joué aussi beaucoup de retrouver du monde et que Hortense rencontre des enfants parce qu'en fait Hortense elle voyait personne. À part ses parents, ses grands-parents et nos frères et sœurs, quoi. Mais c'est tout. Ouais. C'était les seuls gens qu'on voyait pendant 2 ans. Et quand Hortense a pu aller à l'école, ça a été... déjà, la maîtresse, elle me dit, j'ai jamais vu une gamine aussi heureuse de venir à l'école. Je dis, je pense qu'elle est contente de lâcher sa vieille mère. On était ravis toutes les deux de se décoller. Parce qu'on est restés tellement longtemps ensemble en fusion. On n'en pouvait plus, en fait, l'une de l'autre. Mais oui, les parents et les enfants ont besoin de parfois de prendre l'air l'un de l'autre. Et c'était un plaisir de l'avoir avec ses copains, de lui faire goûter la vie, de l'emmener au zoo. Enfin, en fait, on a redécouvert plein de choses d'une vie classique que tout le monde vit au quotidien, mais que nous, on n'avait jamais vécu. Oui, vous en aviez été privés. Ouais, c'est ça. Totalement. Et le Covid en a rajouté une couche vraiment là-dessus. Putain, que tout ça vous arrive pendant le Covid, c'est sûr que ça vous a pas aidé. Et donc, à partir du moment où Hortense a été à l'école, alors il y a eu des soucis de santé, elle a eu des opérations. Enfin, en fait, j'ai appris maintenant que il y aura pas de dernière opération. Globalement, quand t'es greffé, t'es plus malade de ta première maladie, elle est plus malade de la glycogéneuse de type 4 là. Par contre, elle est handicapée en fait, et donc elle a son lot lié à sa situation de handicap, qui fait que toute sa vie, elle va devoir gérer et dealer avec ça. Et nous, notre rôle, c'est de le faire que ça soit le plus simplement possible et que elle ait pas honte de son corps, qu'elle ait pas honte de son histoire, qu'elle soit fière de qui elle est, qu'elle revendique peut-être son statut si elle a envie. Enfin. Parce qu'elle va grandir avec le statut d'enfant puis d'adulte handicapé quand elle a été greffée. C'est de fait, d'accord. Ouais. Donc on a fait toutes les démarches. On a une allocation enfant handicapé pour financer tous les soins, tous ces médicaments à prendre qui ont certains coûts. Enfin bref, on est dans un système en France assez exceptionnel. Je tiens à le préciser parce que... Oui, tu fais bien. Et à l'hôpital où on a été vraiment pris en charge
incroyablement par des personnes formidables et d'un point de vue financier où on est soutenu aussi parce que bon, je me tape toutes les démarches administratives pour le faire et ça se mérite hein. Mais en tout cas voilà, une fois que tout est lancé, ça fonctionne et ça fonctionne vraiment bien. Enfin, je sais pas comment on aurait les moyens de supporter financièrement un peu tout ce qu'on doit payer si on n'avait pas ce soutien financier là. Vive la Sécu. Exactement. Et préservons-la. Préservons-la. Et donc, Hortense, toutes les autres petites opérations qu'elle subit, c'est toujours sur le foie ? En fait, elle a eu un problème au niveau de la suture de l'évacuation de la bile, la voie biliaire, on appelle ça. Ouais. Et donc là, elle a eu 15 jours d'hospitalisation il y a 2 ans pour pouvoir agrandir cette suture-là. Après, elle a eu l'opération des végétations, des amygdales, pose des yo-yo parce qu'elle enchaînait les otites, elle enchaînait les angines, elle enchaînait... Enfin, clairement, la première année post-greffe, quand elle était à l'école, là, moi j'étais chez le médecin, j'avais un rendez-vous par semaine. Elle m'a tout fait. Otite, conjonctivite, enfin, elle était sous antibiotiques permanents, quoi. D'accord. Et là, j'étais là, mais ça va jamais s'arrêter. Ça ne va jamais s'arrêter. C'est épuisant. Et malgré ça, malgré cette intensité de rythme avec cette première petite fille, vous avez eu envie d'agrandir la famille. En fait, notre envie de grande famille, elle n'est jamais passée. Nous, elle aurait pu. Elle aurait pu, mais elle n'est jamais passée. C'est quand même... Et elle s'est même renforcée. Pas évident ce que vous avez traversé. Ouais. Elle s'est même renforcée, je dirais, parce que on n'avait pas envie d'être sur le dos d'Hortense toute sa vie. Ouais. Il y a un truc de se dire, quand t'es l'enfant un peu malade de ta famille, t'as pas envie d'avoir le poids du stress de tout le monde sur ton dos. Et on sait déjà que voilà, ça a stressé nos parents, nos frères et sœurs. Enfin, tout le monde a eu son lot un peu d'angoisse vis-à-vis de la situation d'Hortense. Et on avait aussi envie d'offrir à Hortense ce lien avec un frère ou une sœur. Mais la problématique, c'est qu'on savait pas si on allait être capable de lui donner un frère ou une sœur de manière naturelle et sans problème de santé. Et oui, parce qu'il y avait toujours ce risque de transmettre à nouveau cette maladie, mais ça pouvait être détecté à 4 mois de grossesse, c'est ça ? 14 semaines. 14 semaines. Moi, j'étais un peu partisane, genre, on attend... Et Jean-Charles, dans ses calculs, ses stratégies, il avait vu plus loin, il avait dit non, mais là, on sait pas combien de temps ça va prendre. Bien sûr. En fait, on s'était dit que on voulait coûte que coûte un deuxième enfant. On pouvait peut-être y passer 5-6 ans si après ça devait partir en FIV. Et oui. Parce que moi, j'aurais pu vivre une interruption de grossesse, je pense, mais pas 2 et pas 3. Enfin, c'est-à-dire qu'on essayait un one-shot naturellement, et si ça marchait pas, on partait en FIV, quoi. Et les FIV en France, t'as quand même du temps d'attente. C'est pas immédiatement quand t'as envie d'avoir un deuxième enfant. Et donc, il a réussi à me convaincre d'arrêter ma contraceptive. Alors là, Hortense avait quel âge ? Elle avait 1 an. Ils ont 2 ans d'écart, donc... D'accord. Donc elle avait un peu plus d'1 an, quoi. 1 an et demi. On sortait de l'hôpital. Et là, on s'est dit, on dit rien à personne. On fait ça dans notre coin, parce que déjà, tout le monde allait nous dire, vous êtes des tarés, c'est n'importe quoi. Et ils auraient sûrement eu raison. Mais donc, j'arrête mon contraceptif. En 1 mois, je tombe enceinte. Et là, en fait, je pense que j'étais tellement mal psychologiquement. Les 3 mois d'attente de savoir si tu vas faire vivre cet enfant ou pas, c'est un supplice. C'est-à-dire que tu peux pas te réjouir. Il n'y a pas du tout de... Oui, c'est ça. Tu peux pas te réjouir tant qu'il n'y a pas eu cette biopsie du trophoblaste. Voilà. Comment vous avez géré ? Vous l'avez dit à personne. Même pas à vos parents ? Personne. Ah non, surtout pas à nos parents. Surtout pas. En fait, nos parents, je te l'ai dit, ils sont vachement investis, on se voit beaucoup, on est très proches. On voulait leur donner soit une bonne nouvelle, soit les informer que je ferais une interruption de grossesse, mais sans passer par l'étape d'attente hyper longue, comme nous on a vécu, où en fait, t'attends les 3 mois et après t'attends 10 jours qu'on te donne la réponse. Et là, vraiment, on était sur les nerfs, moi j'en pouvais plus. Je me sentais enceinte et je pouvais rien faire. Et je voulais pas me projeter et je voulais pas me connecter à cet enfant. J'étais vraiment dans un déni aussi. Et après, je me disais, mais le pauvre, il a rien mérité. Enfin, vraiment horrible. Et sauf qu'on n'a pas les mêmes manières en plus de... Moi, j'ai besoin de parler. Jean-Charles, il est plutôt en mode... il intègre ses trucs solo. Donc, c'était assez complexe. On va dire que la révélation du résultat a été un énorme soulagement. Et on était dans la voiture quand on nous a appelés pour nous dire que Marceau était porteur sain. Et là, vous saviez donc que c'était un petit garçon ? On l'a su à ce moment-là parce qu'ils ont fait le cariotype. En fait, ils ont tout fait. Et donc, on savait qu'il n'y avait pas de problème de trisomie. Enfin, on savait, là, pour le coup, ils nous ont dit, vous avez un enfant en bonne santé. Mon Dieu. On vous le donne. Et là, vraiment... Quel soulagement. Gros soulagement que ça marche en one shot, tu vois. On se dit, putain, enfin, quoi. Enfin. Et alors, le bonheur d'annoncer ça à nos familles, que la famille s'agrandit, que l'enfant est en bonne santé.
qu'on va bien se marrer tous les 4. Merveilleux. Hortense, je pense qu'elle n'a pas du tout capté ce qui se passait, mais Oui, voilà. elle était toute petite. Elle était trop petite, on lui a dit, et voilà. Et là, pour le coup, après ces 3 mois-là, incroyable. Bonheur. Bonheur absolu, vraiment. Super grossesse. Super grossesse, j'ai pas malade, j'ai bossé jusqu'à 8 mois et demi de grossesse. Ok. Est-ce Vraiment... que t'avais repris le boulot, là ? Ouais, j'étais en train de monter ma boîte. Ok. Et donc, j'étais dans ma cuisine en train de faire mes petits trucs jusqu'à 8 mois et demi de grossesse. Et donc, Marceau arrive un soir de Noël, le 24 décembre. C'est pas vrai. Ah bah moi, j'aime Noël. Ah bah alors là, franchement, c'était le timing parfait. On aurait pu l'appeler Jésus, mais... Mon Dieu, l'enfant Jésus qui arrive le 24 au soir. Exactement. Extraordinaire. Et non, même pas le soir, dans l'après-midi, comme ça, Jean-Charles a pu aller fêter Noël avec sa fille et ses parents. Et moi, j'ai pu bénéficier du repas luxe de l'hôpital. La dinde de Noël. Non, j'ai eu le droit au ravioles de langoustine. C'était trop bon, franchement. Mais c'était où ça ? C'était toujours à Montsouris ? Pareil. Pareil. On reprend le même. Béatrice aussi. Ouais, les mêmes personnes. Merveilleux. Et là, la rencontre avec ton fils. Total. Là, j'avoue que bliss total. Accouchement incroyable, avec une seule personne, dans la pénombre. Sous avec les chants de péridurale. Noël. Ouais, sous péridurale. Mais moins dosé que la première fois. Donc, j'avais vraiment le sentiment de le sentir vraiment. Et quand je dis, et alors, j'ai eu des points, machin. Non, rien du tout. Et je suis là, c'est ça le meilleur cadeau de Noël de ma vie, en fait. Oui. Juste parfait. Et ce bébé que je pouvais poser, je le mettais au sein, je le posais, il m'a laissé dormir. Et vraiment, Marceau, il est venu dans cette famille, il nous a amené du bonheur en barre. Leur relation avec Hortense, c'était incroyable. Elle a tout de suite pris ses rôles de grande sœur, d'être aux petits soins. Elle suçait son pouce en lui caressant la tête. Et ils ont une relation maintenant qui est assez exceptionnelle. Ils sont hyper complices. Ils partagent la même chambre, ils partagent tout. Ils sont à la même école, même classe. Ah ouais. Ouais. Même classe ? Ouais, parce qu'ils sont à l'école Montessori, donc ils sont dans la même... tout le même... Même groupe, quoi. Même groupe, ouais. Ah, génial. Et en fait, c'est sport, on va pas se mentir, c'est oui, chaud. Parce que, en fait, avec tout ce que tu racontes là, on en oublie presque ton handicap. Oui. Mais moi aussi, je l'oublie un peu. Non, mais parce que tout d'un coup, je me dis, oui, elle a accouché au même endroit. Bah oui, parce que n'oublions pas quand même que la maman est quand même pas complètement mobile. Et qu'avec 2 enfants en bas âge, ça rajoutait un défi. C'était sport. Et t'arrivais à tout faire d'une main. Ouais. Je pense que je demande beaucoup à mes enfants de patience. Ouais. Et typiquement, quand je vois mes copines qui portent leurs 2 gamins, qui font à bouffer, qui ont le téléphone, moi, ça, c'est pas possible. Je dois faire les choses, une chose après l'autre. Oui. Et quand t'as assimilé ça, en fait, tu prends ton mal en patience et tu fais une chose après l'autre. Moi, je parle beaucoup à mes enfants en leur expliquant, là, c'est pas possible. J'ai mes limites. Et ce qui me fait un peu chier en ce moment, c'est que je passe mon temps à dire je suis fatiguée, maman est fatiguée. Et ça, je me dis, putain, ça va leur rester de maman est fatiguée toute leur vie. Et ça me saoule parce que je suis pas quelqu'un de fatigué à la base, mais la maternité m'épuise. Bien sûr. Et puis en parallèle de tout ça, on a quand même rénové une maison. Mais bien sûr. Parce qu'on n'avait pas assez de choses à faire. Et Jean-Charles a fait toute la maison lui-même avec son père. Ok. Voilà. Donc un nouveau bébé, une maison à rénover. Marceau, il est né en 2021 ouais. 2021. Donc l'année 2022 a été vraiment très très intense. Ouais. 2020, 2021, 2022 oui, a été globalement. vraiment... Ces 5 dernières années, voilà, Mathilde, depuis qu'on est mariés en fait. Voilà, vous êtes embarqués quand même dans un tourbillon. Exactement. Mais un tourbillon de vie, un tourbillon de joie et d'amour. Ouais. Puisque donc tu attends votre 3e enfant. Une petite fille. Hortense est ravie. En plus, elle voulait une petite sœur, donc trop contente quand on a annoncé que c'était une petite fille. Ouais. Marceau, ça dépend des jours. Là, en ce moment, il est plutôt en mode je veux pas de ce bébé, mais des fois, il est content d'être grand frère. Donc, on verra bien comment ça va le changer, l'arrivée de ce petit bébé qu'on accueille avec une grande joie. Et par contre, tu vois, les 3 mois d'attente là, pour cette 3e grossesse, c'est là où je me rends compte que j'étais pas bien psychologiquement avant et que ça a pas rajouté de la peine. Mais maintenant qu'on avait retrouvé un rythme, un équilibre, chacun fait ses trucs, on se trouve. Là, les 3 mois d'attente, on a fait encore ce choix de rien dire à personne. J'en avais parlé à 2 copines, mais avec du recul, je pense que c'était too much. J'aurais dû le partager avec mes parents parce que c'était trop lourd à porter. Moi, je me suis sentie enceinte le jour même où je suis tombée enceinte. Donc, t'es retombée enceinte rapidement, comme les 2 autres. J'ai eu un cycle et je suis tombée enceinte. Et donc, par contre, les 3 mois d'attente ont été vraiment d'une violence émotionnelle très, très complexe.
Mais une fois qu'on a eu les résultats, maintenant... Mais encore une fois, un résultat OK et un tableau génétique nickel. Elle est porteur sainte comme moi, Charles et Marceau. Porteuse saine de cette maladie. Ouais. Oui, donc comme quoi, il pourrait y en avoir encore beaucoup d'autres, des porteurs sains. On a joué avec notre chance. On a 75% de chances de succès, on va dire, à chaque grossesse. On s'est dit, allez, on est joueurs. On a peut-être dû jouer au loto aussi, mais... Oui, ce serait une bonne idée. Ouais, je vous conseille, effectivement. Donc, on verra pour la suite. Moi, je me mets pas de pression. Oui, déjà 3. Voyons ce que 3, ça fait. Avec très peu, finalement, d'écart d'âge. Ouais, en gros, Hortense aura 6 ans, Marceau aura 4 ans, quasiment. Ouais, 6, 4 et donc nourrisson. Ça fait C'est bien. Ouais. Tu vas pas t'ennuyer. Non, je ne pense pas. Tout ça avec, n'oublions pas quand même, une seule moitié du corps vraiment complètement mobile, même si tu es debout, tu marches. Et tu es bien la preuve qu'on peut être handicapé et que ça n'entrave pas une maternité épanouie. Moi, j'ai l'habitude de dire que le handicap, c'est la fin d'une vie, mais c'est pas la fin de la vie. Et donc, même avec un handicap, on a le droit d'avoir des rêves, d'avoir des aspirations, d'avoir des envies et de suivre ces envies-là. Et on a aussi le droit d'avoir envie d'être mère ou de ne pas l'être. Mais si on a envie d'être mère et qu'on est en situation de handicap, on peut être accompagné pour y arriver. Mais oui. Et ça, c'est hyper important, je pense, parce qu'on ne parle pas assez de maternité et de handicap et c'est compatible totalement. Pourquoi tu as voulu venir témoigner aujourd'hui ? Pourquoi tu nous as envoyé ce mail ? Je pense que c'est important de parler de 2 sujets. Le premier, c'est cette notion de don d'organes, parce qu'en fait, il y a beaucoup de personnes qui attendent des greffes et qu'on est tous des donneurs, mais que pour qu'on puisse tous être donneurs, il faut en parler à nos familles avant c'est ça. Le moment fatidique. Et je sais que c'est pas une conversation chouette, mais juste un petit mot. Sache que moi, je veux bien donner mes organes si je décède. Enfin, pas besoin de rentrer dans tous les détails, mais en tout cas, de juste rassurer tout le monde et de se donner ce message-là, je pense que c'est important. Ouais. Parce que ça peut permettre de sauver plusieurs vies. On dit qu'une personne peut sauver jusqu'à 7 personnes. Donc si jamais mon message peut arriver aux oreilles de certains, certaines, et provoquer cette discussion, j'en serais ravie. Notre histoire, elle se termine bien, elle est belle. Et j'ai trop envie que plein de gens puissent vivre la même chose. Et la deuxième chose, c'est vraiment que le handicap, c'est pas une fin en soi et que oui, il y a des handicaps qui sont très lourds, qui sont très difficiles, qui sont très violents à vivre, mais ça veut pas dire que si ça nous arrive un jour, notre vie est foutue. Moi, quand je suis devenue handicapée, j'avais 20 ans. Si je m'étais dit que ma vie était foutue, j'aurais quand même globalement 60 ans à vivre, peut-être dans de mauvaises conditions. Alors j'ai choisi de vivre pleinement ma situation de handicap et de faire plein de trucs en parallèle. Et je pense que si moi j'en suis capable, plein de gens peuvent le faire aussi. Et je suis entourée de plein de gens handicapés qui sont formidables, qui arrivent à faire plein de choses de leur vie aussi. Et donc c'est cette image-là du handicap que j'ai envie de transmettre. Oui, c'est compliqué. Oui, on pleure beaucoup et on en chie. Mais pour autant, on peut se marrer et aimer et être aimé. Merci beaucoup Mathilde d'être venue porter cette histoire dense, chargée, intense, avec tous ces sujets en une seule et même personne. Yes. C'était passionnant et quelle joie de savoir qu'il y a une autre petite fille là qui va venir compléter la fratrie. Je vous souhaite beaucoup de bonheur. On embrasse évidemment Jean-Charles, Hortense, Marceau, vos parents, vos frères et sœurs. Et belle vie à toi. Merci Clémentine, à bientôt. Ciao. Et voilà, c'est la fin de cet épisode qui, je l'espère, vous aura plu. Merci encore à Mathilde d'avoir retracé tout son parcours avec nous. Quant à nous, on se retrouve lundi prochain pour un nouvel épisode, évidemment. D'ici là, pensez à nous mettre des étoiles. On veut des étoiles sur Apple Podcasts, sur Deezer ou Spotify. Et puis évidemment, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait à notre compte Instagram Blistories. Et puis allez écouter nos 2 autres podcasts, Hot Stories bien sûr, mais aussi le petit dernier, notre petit 3e, Women Stories. Allez, je vous embrasse, prenez bien soin de vous. Et puis bien sûr, long live the bliss.